Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour une émission exceptionnelle avec des invités qui ne le sont pas moins exceptionnels. Comme tous les matins. Comme tous les matins. Nous avons juste à côté de moi Jess, bonjour. Et bonjour. Et tout au bout de la table, on a deux autres invités exceptionnels puisque nous avons Maud Chalmel et Jocelyn de Paladis Game. Bonjour. Salut, pardon. Ben non, mais tu as le droit de dire salut, ne t'excuse pas. On se retrouve tous ensemble pour une émission incroyable dans laquelle nous allons partager ensemble la découverte aussi de Paladis Game. C'est la première fois que vous venez au chalet, première fois qu'on est tous ensemble pour pouvoir parler de jeux de société. On a un petit menu, vous le voyez en bas de l'écran, on va vous parler de Maud Chalmel, qui ne fait pas tout à fait partie de Paladis Game. Non, pas du tout. Mais t'es venu quand même. Voilà. T'as vu la lumière, tu te dis je viendrai bien, c'est cool. On l'a adopté en plus. Tu travailles sur un jeu de Paladis. C'était l'occasion aussi ça sera l'occasion d'en parler un peu ce matin dans notre matinale, puisqu'il y a un projet qui est en cours. Je t'ai beaucoup vu dessiner sur ce jeu en particulier. On a plein de messages aussi sur le chat qui souhaitent un bon anniversaire à Aline. Oui, bon anniversaire à Aline. Mais oui. C'est effectivement son 11 février aujourd'hui. Donc c'est son anniversaire. Vous la verrez en cours d'émission puisque là elle doit faire un trajet pour ramener notre fille à l'école. On a tiré au sort et... Perdu. Voilà, mais vous êtes nombreux à lui avoir souhaité avoir retenu la date. Merci à vous de nous accompagner tous les matins et de vous soucier de... Moi c'est le 20 mars. Ok. C'est le 27 février, vous avez intérêt à vous rappeler. On essaiera de Ah oui, en plus c'est pas... Ah oui. Ah ouais, bah écoute, oui. On aura du chocolat sur le stand. Ouais. Faisons Merci ça. à tous ceux il y a des gens qui mettent leur message en avant. Elle vous lit de toute façon, je pense qu'elle sera très attentive à ça. Elle est là sur le chat, elle écoute de la voiture. Ouais, si elle lit en même temps, c'est dangereux. Oui, si elle regarde, c'est pas idéal. Allez, ne déconne pas. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Nous avons un petit programme, donc on va vous parler aussi des jeux qui sont déjà parus. C'est l'occasion, comme c'est la première fois que vous venez, on va revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de Paladis Game, pourquoi ça s'appelle comme ça et tout ça. Et ensuite, on fera un petit jeu en toute fin d'émission. On parlera des jeux de 2025 bien sûr, et on fera un tout petit jeu en fin d'émission qui s'appelle J'aime pas. Parce que Paladis, j'ai raccourci, j'avais pas la place de tout écrire, donc j'ai mis juste J'aime pas. On fera ça en fin d'émission. J'aime pas Paladis. Toujours mettre Maud en premier. Là, tu as pas mal d'actualités. Alors, on va parler du jeu sur lequel je t'ai vu dessiner depuis un moment dans la rubrique Les jeux de 2025, parce qu'il arrivera un petit peu plus tard dans l'année. Les SAN, c'est celui que vous faites tous ensemble, chez Paladis Game, sur lequel tu travailles. Mais tu as d'autres actualités. J'ai cru voir que tu avais un jeu qui était nommé à l'As d'Or. Bravo, félicitations. Je vais commencer par ça, je trouve que c'est super. Mais oui, on était surpris, parce qu'il est pas ouf, en fait, ce jeu. Ah bon, c'est super. J'ai vu Pierrot sur le chat, fais gaffe. Hein. C'est Pierrot qui m'a appris cet humour de merde. Behind, qui est sélectionné à l'As d'Or. C'est la première fois que tu as un jeu que tu illustres qui est sélectionné ou tu avais déjà eu cette chance? On a eu Oliver Twist, je crois. Ah oui, il était sélectionné Oliver Twist. Twist. Ah, je me rappelle pas. Oui, je crois qu'il me semble qu'il avait une sélection, ouais. Pour moi, non, mais après, si ça se trouve, je me plante. J'ai pas la science infuse. Je sais pas, puis j'étais tellement pas au fait de ces trucs-là à l'époque. Et puis, il y a eu Attrape-Rêve aussi. Ah, Attrape-Rêve, oui, il a été non seulement sélectionné, mais il a remporté le prix. Effectivement, c'était le premier jeu de Spaceco qui a eu la chance. Il y avait 2 jeux sélectionnés cette année-là chez Spaceco, sur les 3 du jury enfant. Et c'est Attrape-Rêve qui a remporté. L'autre, c'était Yum Yum Island. Yum Yum, ouais. Je ne vous sortirai pas l'année, mais effectivement. Super jeu. Donc tu connais ça, les doigts dans le nez, tu as même déjà gagné. Donc... Bon, c'est pas moi qui ai gagné, c'est l'équipe. Ah bah, quand même, j'étais qu'exécutante sur ce projet, donc l'illustration, et puis là surtout sur Behind, l'illustration, elle est au cœur du jeu, elle est sur la couverture du jeu, donc forcément, ça compte énormément dans l'impact que le jeu a, notamment en boutique. J'espère être un porte-bonheur. D'autres jeux qui paraissent en ce moment? Qu'est-ce que j'ai pas préparé, moi, tout ça? Non, mais je te pose la question comme ça. Mais... Qui vont sortir, attends, il y a chez Scorpion Masqué, je crois, mais ça a été décalé en 2026, il me semble. Je sais pas si je peux en parler aussi. Tu fais comme tu veux, c'est très en ce moment, mais... c'est l'encyclopédie des monstres, c'est pour les tout petits. Ah, est-ce qu'ils l'ont annoncé déjà? Je suis pas sûr. Voilà, boulette. Ah non, mais je peux pas, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, il y avait chez Libellude, il y a un jeu qui va être présenté en démo. Il y a des gens qui soufflent là.
C'est vrai. est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est Tech Time chez Libellude? Ouais, mais je sais pas si on a le droit d'en Ah parler si, Tech aussi. Time, tu peux. Tech Time, on peut. Ouais, Ok. oui, je pense. Trop bien ce jeu. Ah ouais, magnifique ouais, couverture. Ouais. On J'adore. nous a montré hier. Trop adoré. Ah, j'ai pas vu la couverture, moi je veux bien, Meilleure la voir expérience après. artistique. C'est vrai? Ouais. Ouais, beaucoup mieux que Paladis Game. Ouais, c'est pas- sans faute, hein, ouais, sans problème. Hein. C'est pas comparable. Ah, et après, On est déboulés. Hein, nous. chez Libellude, il y a quelques personnalités qui sont bien connues. Tu as travaillé du coup avec Maeva Oui. sur Tech Time? Oui. Il y avait une super DA Ouais. aux petits oignons et où tout était. Puis c'était limpide et c'était un bon. Une très très bonne expérience. Tout ça. Voilà, donc ça c'est un jeu qui arrivera chez Libellude pas dans si longtemps, parce que, alors non, c'est En peut-être pour septembre, 2025. quelque chose comme ça. Je crois Oui, que c'est je peut-être plutôt crois. pour l'automne, Tech Time, si je ne me trompe pas. Mais il est très, très, très attendu, ce jeu-là en particulier. Vous en avez peut-être pas encore entendu parler, donc vous l'évoque, mais je ne sais pas si les annonces ont été publiques, c'est pas caché, parce que tout le monde y a déjà joué. Mais on va laisser, évidemment, aux spécialistes de la communication le soin d'organiser leur com en fonction de leurs souhaits. Mais c'est un jeu qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Vous y avez joué tous les deux à Tech Time? Non. Ah, vous n'y avez pas joué? Non, on n'y a pas joué. Non, on a juste vu les illustrations de Maud qui donnent déjà très envie. Ouais. Je n'ai pas le droit de les montrer. Ah non, pour l'instant, on ne dit rien. Enfin, tu travailles sur un projet secret qu'on ne connaît pas pour un éditeur de la galaxie Asmodée. On reviendra ça ce matin, évidemment. Voilà, quelques petits projets. On va continuer à en parler au fil de notre émission, mais on va revenir sur Paladis Game, puisque vous êtes un éditeur qui est installé depuis maintenant 3 ans. On vous croise de temps en temps en festival. On a eu l'occasion de discuter, de découvrir les jeux, d'avoir le bonheur d'y jouer aussi sur notre table. Combien de parutions déjà chez Paladis? Et ben, elles sont derrière. Elles sont toutes derrière. 3 jeux, un puzzle et une petite extension pour Je Blot. connaissais pas le puzzle, tu vois. J'ai préparé l'émission, mais là, je n'avais pas fait gaffe à celui-ci. Effectivement, le premier, c'est Biotop. Biotop, si je me trompe pas. c'est ça, ouais. Et quand vous êtes arrivé avec Biotop, alors déjà, je vais vous poser une première question, parce que comme c'est la première fois qu'on vous trouve au chalet, on a envie aussi de savoir comment c'est né Paladis Game, d'où ça vient, pourquoi cette maison d'édition. À l'origine, c'était une idée de notre associée Nathalie Riesdorf, Oui, parce que vous êtes à qui 3. on fait des coucou Ouais. aujourd'hui, Ouais. d'ailleurs. Qui travaille, c'est ça? Oui, l'autre s'est occupée actuellement. Et c'était elle qui avait cette idée de créer, de réunir des compétences du milieu du jeu. Ça fait des moments que tous les 3, on travaille dans le milieu du jeu de différentes manières. Et c'est elle qui s'est dit, autant mettre nos compétences en commun pour créer cette nouvelle aventure. Ouais. Voilà. Et très envie du coup d'aller dans le monde du jeu, parce que c'est pourquoi on se lance. Vous avez tous des métiers séparément. Je vais vous poser la question d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites comme métier en dehors du jeu de société? Parce que c'est rare, on en parlait hier avec Tanguy en évoquant son école de jeu de société, c'est très rare que les gens arrivent dans le domaine du jeu de société sans avoir fait autre chose auparavant, sans que ce soit une reconversion. On a beaucoup de gens qui se reconvertissent là-dedans. Moi, c'est pas mon cas. En l'occurrence, ça fait à peu près 20 ans que je travaille en tant que graphiste, Ouais. DA. Ouais, Où j'avais commencé comme illustrateur au tout début, avec Nathalie d'ailleurs, ouais, à l'époque où elle travaillait pour Upper Deck. ouais. Ah oui, donc c'était déjà dans le jeu. C'est ça, et ça fait pas mal d'années que je travaille en consultant, c'est ça, et freelance pour un certain nombre de maisons d'édition. Ouais. Voilà. Et donc, naturellement, je me suis dit, on va continuer à faire ce que j'ai fait pour d'autres, mais cette fois-ci, ouais, pour cette notre fois, structure. c'est toi le chef, c'est toi qui choisis. Plus ou moins, c'est ça. Moi j'ai un parcours un peu très très varié dans des milieux très différents, mais je suis arrivé dans le milieu du jeu il y a de ça pareil une vingtaine d'années, mais via le milieu du jeu de figurines. Moi je suis pas jeu de société au départ, je viens vraiment du milieu du jeu de rôle et de la figurine. Très différent pourtant. Avec déjà une première expérience de maison d'édition à l'époque pour un jeu qui s'appelle Alchemy, voilà, qui est un jeu de figurines qui existe toujours d'ailleurs. Ah oui, non, mais je me rappelle. Et voilà, au fil du temps, on finit toujours par rejoindre un peu le côté mainstream du jeu avec le jeu de société. Et puis il y avait l'envie de faire des choses un peu de ce côté-là avec Nathalie et Jess, un peu en raccord avec nos valeurs, voilà, on va dire environnementales et sociales. Et voilà. Et du coup, voilà, c'est comme ça que Paladis est né, quoi. C'est comme ça que Paladis est né, et tu parles directement des valeurs environnementales, parce que dès le premier jeu, il y a eu un financement participatif, si je me souviens bien. Ouais, une campagne de précommande, ouais.
C'était quoi, sur Ulule? C'était sur Game on Tabletop. Game on Tabletop. Donc il y a eu ce financement participatif, cette possibilité pour les gens de suivre le projet, mais avec un regard tout particulier sur le développement, sur le développement durable, pardon. On voit que vous avez été très attentif à la fois au matériel, mais même au thème du jeu, puisque Biotop, le thème n'est pas anodin non plus. Ça, c'est important pour vous. Tout était important, je pense. Ça faisait partie vraiment de notre cahier des charges lorsqu'on a créé Paladis Games. Ouais. C'était de réfléchir sur les problématiques donc environnementales et se dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un petit peu mieux. Donc d'où le fait que le jeu soit fabriqué en France, par exemple, et avec du matériel, des matériaux éco-sourcés aussi. Ouais. Et c'était un petit calcul, on a regardé, on s'était aperçu que si tu fais venir ton jeu de France, par exemple, au lieu de le faire venir de Chine, ne serait-ce que le transport te permet d'économiser 90% de gaz à effet de serre. Ah oui, non, mais c'est important de le dire parce qu'en fait, on se rend pas compte. On parle tout le temps d'écologie, mais on se rend pas compte de à quel point, en réalité, ça a de l'incidence sur l'environnement. 90%, c'est pas un détail. À condition, évidemment, que le jeu ne soit publié qu'en France, parce que si tu le fais repartir dans d'autres pays derrière, on revient au même problème. Non oui, là, on parle juste du transport du jeu fini. Après, il y a aussi les matériaux. Il y a plein de choses auxquelles on réfléchit, en fait, notamment quand on est dans cette démarche d'éco-conception. Et qui font que ça pose des contraintes un peu élevées dès le départ. Mais c'est ce qu'on se disait hier, quand on en discutait. Il y a une grande satisfaction quand effectivement on arrive à trouver les solutions et faire en sorte que ça puisse sortir derrière. Donc oui, Biotop était et est toujours un sacré challenge, mais c'est très satisfaisant de le voir sur les tables. Oui, d'où le chocolat pour les transports, nous dit Rachou. Oui, d'où le chocolat pour le transport, c'est pas la référence. En fait, l'ambition qu'on a aujourd'hui à l'export, parce qu'il y a aussi l'ambition de proposer le jeu à l'international, notamment outre-Atlantique, en Amérique du Nord. Notre ambition, en fait, c'est d'expédier les jeux en Amérique du Nord par voilier. Ah ouais. Avec la compagnie bretonne qui s'appelle Grand Sail, qui fait essentiellement du café et du chocolat. Ouais. Et en fait, leur principe, c'est que... c'est-à-dire qu'ils transportent le café et le chocolat par voilier. C'est ça. En fait, leur activité au départ, c'est ils sont torréfacteurs, chocolatiers, et en fait, ils font venir leur matière première depuis l'Amérique centrale par voilier. Et en fait, ils ont eu de la demande, notamment des industries on va dire, des vins, des spiritueux, pour de l'export en Amérique du Nord, par voilier, parce qu'en plus... Je ne rentre pas dans les détails, mais il paraît que le vin et notamment les rhums se bonifient mieux en cale de bateau avec le tangage et le roulis. Ah bon ? Ouais, voilà, je l'ai appris. Et donc du coup, ils expédient et ils ont développé tout un circuit par voile dans l'Atlantique. Et c'est toujours notre ambition en fait d'exporter nos jeux en Amérique du Nord. En utilisant ce moyen de transport. Et en termes de coût, ça explose le coût du jeu Non, ça explose pas le coût du jeu. C'est un peu plus cher que de faire venir le jeu de Chine. Ça ne choque pas. Oui. Par contre, en termes d'émissions de carbone, c'est sans commune mesure, puisque en fait, ils sont obligés d'utiliser que du carburant pour entrer et sortir du port. Ouais, ça, c'est une obligation légale. Ouais. Et après, en fait, ils font tout à la voile. Ah, c'est extraordinaire, je ne connaissais absolument pas. Tu vois, là, on aborde des thèmes, je pense peut-être quelques-uns parmi nous aussi qui n'avaient jamais entendu parler de ça, de cette possibilité-là. Et en temps de transport, du coup, c'est plus long. Non, c'est pas beaucoup plus. C'est 2 semaines, la transatlantique. Ouais. Et c'est fiable à quelques heures, puisque en fait, ils sont capables... l'océan Atlantique est, a priori, de ce que j'ai compris, un océan assez... calme, assez prévisible. Assez pacifique. Non, justement. C'est prévisible en l'occurrence, et du coup ils sont capables en modélisant un peu leur transport, les données des transports, d'être dans les créneaux à quelques heures près, quoi. Waouh, c'est dingue ça. Ouais. Bon, après vous n'êtes pas à l'heure près, hein, c'est pas la question, mais c'est super. Donc ça, c'est si jamais vous faites vos jeux, vous les amenez outre-Atlantique, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui non, mais on est en discussion avec des partenaires en Amérique du Nord pour soit produire nos jeux directement là-bas. On a des contacts d'éditeurs américains qui sont dans la même démarche que nous et qui font fabriquer leurs jeux en fait sur le territoire américain. C'est un défi autant pour eux que pour nous, parce que aux États-Unis ils ont vraiment tout délocalisé en Chine. Ah, là-bas aussi, ouais. Donc je pense que c'est même plus challengeant pour eux que pour nous aujourd'hui en Europe.
Et puis sinon, effectivement, avec la possibilité d'exporter notamment vers les marchés francophones nord-américains des jeux produits en Europe, quoi. Et on a la composante sociétale à rajouter aussi, donc le fait qu'on puisse faire travailler des gens en France, Oui. en Europe, qui fait partie aussi des raisons pour lesquelles on travaille sur ces recherches de fabricants. Déjà, vous faites travailler vous, mais ça, c'est aussi un critère, mais même dans le choix des illustrateurs, puisque Maud, elle est en Europe. On a des droits d'auteur. Il y a des droits d'auteur. Waouh, Ah oui, mais ça n'existe plus, ça ne se fait plus. Pourquoi vous faites ça, vous êtes fous. Il n'y aura du jamais tout. de rentabilité. On a Duncan qui nous dit excellent jeu, Biotop, passé un peu inaperçu. Un gros jeu dans une petite boîte, c'est peut-être la raison. Je ne sais pas s'il est passé inaperçu, Duncan, mais c'est aussi un plus petit réseau. C'est votre premier jeu. Forcément, il n'y avait pas l'assise que vous allez avoir de plus en plus sur les nouveaux jeux qui arrivent. C'est plus difficile de l'amener jusqu'au joueur et puis de réussir à convaincre, à le présenter. Et c'est la première fois, par exemple, qu'on se retrouve sur la chaîne, donc la première fois qu'on parle de ces différents jeux. Tout ça, c'est un itinéraire aussi. Je pense qu'il faut prendre le temps d'arriver, et surtout que vous avez des démarches qui ne sont pas les plus évidentes, puisque fabriqué en France, donc casse-tête. Ça s'est fait où, ce jeu-là ? Dans quelle usine ? Ça s'est fait dans l'usine Juno en région parisienne. Waouh. J'ai une dernière question sur le voilier, parce que moi j'ai envie de... Ah, Mélodie nous dit Maud est arrivée par voilier, ça explique la mèche. Ouais, t'as vu ? Les embruns. Ils ressemblent à quoi, ces voiliers-là ? Parce que c'est des conteneurs aussi qu'on met à l'intérieur ? Alors non, on met pas des conteneurs, ils chargent des palettes. Donc du coup, il y a évidemment pas la même quantité en fait transportable que dans un porte-container, c'est évident. Leur premier bateau, je crois qu'ils pouvaient embarquer l'équivalent d'un grand container. Il y a deux formats de containers, et ils pouvaient embarquer la quantité. Oui, c'est pas d'un énorme grand, en plus. Hein. là, ils en ont baptisé un nouveau en début 2024, qui est beaucoup plus grand. Ouais. Et en fait, ils ont une telle demande qu'ils sont déjà en train de planifier un troisième, un quatrième. Donc non, c'est vraiment chouette. C'est une super initiative. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a du chocolat du coup sur le stand. Il y a Antérès qui nous met le lien, donc je vais regarder moi-même. Ouais. C'est super beau en plus, hein, comme voilier. Ah bah, ouais. J'ai toujours rêvé de partir en voilier, moi. Pas du tout. Je suis quasiment jamais monté dans des bateaux. Et on n'est pas les seuls à être en contact avec eux, Pas puisque quand justement ils ont baptisé le Grand Sail 2, donc leur deuxième voilier cargo, Bombix, qui est une maison d'édition bretonne, donc ils sont pas très loin en fait de Grand Sail, en fait avait offert un colis de jeux pour les marins pour la transatlantique. Donc c'est rigolo. Mélo. J'en peux plus. C'est pas facile la vie en mer. Faut pas se voiler la face. Ouais. Ça me fait pas rire du tout. Nouveaux stickers. Bon voilà, on a quelques images là, je regarderai ça plus en détail après. J'ai entendu qu'Aline rentre. J'espère qu'elle va nous montrer les petits cadeaux d'anniversaire qu'elle a reçus. Elle a reçu un cadeau d'anniversaire hier de quelqu'un qui nous suivait sur le chat, qui est peut-être présente ce matin en live. On en reparlera plutôt demain, mais on Ça va lui a bien en voir beaucoup un plu, aperçu. les petites boucles dorées. Madame se reconnaîtra. Donc c'est ça, le voilier qu'on voit là. C'est super, on apprend des trucs, je savais pas. Et ça a été, donc pour l'instant non, vous l'avez pas encore utilisé, mais c'est votre intention. Ouais. Les jeux suivants sont aussi fabriqués en France ? C'est une vraie complexité. Blot et Kintsugi, oui, ont été fabriqués en France. Ouais. Après, sur nos sorties de cette année, on se délocalise un petit peu en Allemagne et en Espagne. Voilà, sur les différents projets. Bon, aussi parce qu'on a des localisations et il y a déjà des accords avec les entreprises qui ont déjà fabriqué en fait les premières versions. Donc on est effectivement en Allemagne et en Espagne sur les prochains jeux. Donc ça c'est Blot avec la petite extension qui vient juste d'arriver. Même quand on fabrique en France, parce que ça dépend de la localisation de l'usine, de toute façon, il y a ce dernier problème du transport entre l'usine et puis les lieux qui sont situés un petit peu partout, avec un maillage particulier du transport qui, moi, m'interpelle. Hein, mais on ne va pas faire de politique là aujourd'hui, c'est pas le lieu ni le sujet, mais on se demande toujours s'il n'y a pas moyen de mutualiser un peu plus les transports et tous ces camions qui se baladent à vide.
Enfin, Et on le voit sur la livraison de colis. du dernier kilomètre, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Bah, c'est ça. Toujours, Mais moi, je suis absolument sidéré là tout de suite. D'un point de vue politique, je n'arrive pas à comprendre comment on a pu autoriser un truc pareil, la libéralisation tout simplement, par le nombre de camions quasi vides qui arrivent jusque chez moi ici, dans le petit village d'Amathé-Visigneux, pour me ramener un demi-colis. Et puis après, j'en ai un deuxième qui arrive vide pour un autre colis. Puis un troisième, la Poste, DPD. Il y a des progrès à faire, ouais. C'est incroyable. C'était pas si mal d'en avoir qu'une seule avant, non? Je sais pas. Peut-être je suis bête. Merci Rachel de ton effort écologique. Je vais à la douche, je ferai pipi dedans pour vous soutenir. Bel effort. Et Après, on peut faire pipi dans ses toilettes et ne pas tirer la chasse. C'est aussi très écologique. Jamais. Non, je tire jamais la chasse. Jamais. Bah non. Oui, c'est le fumet. Pardon, je t'ai coupé pour dire ça. Ah ouais, non, il y a des euros qui sont reversés à des associations aussi, je crois, quand tu achètes une boîte. Alors, c'était une opération sur le puzzle. D'accord. Ah, alors on va en parler. On va parler des jeux qui sont déjà parus. On va revenir maintenant individuellement sur les jeux qui ont déjà été publiés par Palace Games. On a parlé assez rapidement de Biotop. Un jeu donc un peu expert quand même. Ouais, Initié Plus, ouais. Initié Plus. Il a reçu le prix expert Octogone en 2023 et Mensa expert cette année, ouais. Donc oui, il est plutôt catégorisé expert moins, quoi, pour ceux qui aiment catégoriser vraiment au poil de ce que tu veux. au poil de serre. Ma vidéo qui réagit pas, elle est allumée, mais elle n'a pas l'air de bonne humeur ce matin. Pas très grave. Donc celui-ci, c'est un jeu relativement expert dans lequel le pitch, c'est on doit développer son écosystème. Ouais. Il y a un petit côté, c'est un jeu de cartes quand même derrière. Alors, pas que, parce un jeu de combinaison, il y a un peu de gestion de ressources, il y a un plateau central, effectivement. Ensuite, le puzzle, vous avez commencé à en parler, vous avez fait un puzzle de 1000 pièces. Ouais. Avec les illustrations d'Alizé, donc qui sont les illustrations du jeu. Voilà. Trop joli. Et très joli puzzle. Le puzzle. Alors c'est là qu'il y a eu une collaboration avec la LPO, du coup pour financer une mission de préservation en Isère, puisque la Paladis est basée en Isère, pour une préservation de zones humides. Donc c'est pour ça qu'il y a les espèces animales de zones humides dans le puzzle mises à l'honneur. Voilà. La LPO, c'est la Ligue de protection des petits oiseaux. Mm-hmm. Qui fait plein de choses, en fait, qui fait pas que de la protection et de la préservation des oiseaux, mais plein d'espèces animales maintenant. Ça, c'est très, très largement diversifié. Bon, j'arrive pas pendant ce temps-là, j'ai essayé de relancer ma vidéo, mais... Ah, si, ça y est, elle est revenue. Waouh, le technicien hors pair que je suis a réussi à vous remettre une vidéo pour vous montrer comme ça de plus près, parce que c'est plus sympa que de loin comme ça. Je pense qu'il faut vraiment que je redémarre cet ordi. Il a l'air de souffrir. Donc ça, c'est le puzzle. Il y a une grande mode des puzzles pendant une période. Ça marche toujours aussi bien, les puzzles ? Ça continue à se vendre cette nouvelle mode passe. Pour travailler en partie en boutique, oui, ça marche. Ouais. Le puzzle, ça marge toujours très très bien. Ouais. Ça a vraiment pris, avec la période du confinement, ça a vraiment pris son essor, quoi. Les gens ont vraiment fait beaucoup de puzzles pendant le confinement, et beaucoup de gens ont gardé cette habitude-là. Il y a même des concours de puzzles. Je n'en ai pratiquement jamais fait de ma vie, à part petit. C'est un secteur qui est très très touché par les IA génératives d'images, d'ailleurs. Aussi, ouais. Ah ouais. Ouais, donc ça c'est fou, parce que... ouvrez vraiment l'œil, quoi. Dès que vous voyez des trucs un peu waouh dans les couleurs avec des détails, et quand tu te rapproches, il y a plein de petites incohérences. Faites bien attention à ce que vous achetez. Des personnes qui m'envoient des photos de leur puzzle et qui me disent « Ah, regarde, j'ai acheté ça, je suis dégoûtée, c'est en IA ». Et je comprends, et c'est chiant, quoi. Après, ça se voit, tu dois avoir le nom de l'illustrateur, tu vois, un peu, Oui, parce qu'on travaille sur une image quand même, donc c'était écrit derrière, mais en fait, on commence seulement à ouvrir l'œil. Ça demande une gymnastique. En fait, c'est comme la nourriture, quoi. T'es obligé de regarder les ingrédients à l'intérieur pour voir ce que tu vas ingérer. C'est une manière c'est bien en fait d'être consommateur et acteur de ta consommation. C'est super. C'est l'équivalent d'un bulletin de vote en fait. Tu vois, c'est une manière de pas être d'accord sur les manières d'un produit. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et en même temps, j'ai tendance à me dire, si les gens ne regardent pas, ils s'en foutent. C'est étonnant d'acheter un truc et de se moquer un peu du fait que là, je vois ce puzzle, je vois directement derrière l'illustratrice Alizé Favier. Quand j'achète un produit, quel qu'il soit, j'ai envie qu'on me raconte une histoire. J'achète pas des trucs au pif.
Tu vois, je suis à la fois d'accord avec toi et en même temps un peu surpris que on se rend compte après coup. Ouais. Mais bon, je suis très... Parce qu'on a aussi un œil exercé. Très naïf, quand on fait attention à effectivement les illustrations générées par IA, on peut avoir un œil exercé et peut-être qu'il y a plein de gens effectivement qui achètent des produits, notamment des puzzles, parce qu'effectivement c'est très courant maintenant dans les puzzles, sans vraiment se poser la question et sans avoir l'œil pour le voir tout de suite, quoi. Non, mais j'ai parfaitement compris, mais je suis un peu rêveur, moi, c'est-à-dire que je m'imagine toujours que les gens sont attachés à l'illustration en particulier, à quelque chose, à une histoire, à ce qu'on nous raconte, et que si on achète un puzzle, c'est pas juste parce que, tiens, il me manque un puzzle. C'est aussi en le choisissant. Mais visiblement, je suis à côté de la plaque, comme souvent sur ces aspects-là. On s'imagine que le... Tu vois, pour répondre à Steve, le logo de la scie n'existait pas encore quand on a sorti le puzzle, mais très certainement que les prochains, on le mettra... on l'a mis sur Kintsugi et Blot, il y a le logo de la scie. Eh bien, parlons de Kintsugi, qui est juste ici, avec le logo de la scie. Alors, on va le regarder. C'est Blot. Le Blot qui est juste ici, et le Kintsugi qui est juste à côté. Eh oui, on le voit, le petit logo qui est juste ici, là, en bas. Un jeu qui est illustré à la main. Celui-ci, l'illustrateur, justement, je regarde. Martin Mottet. Martin Mottet. Est-ce qu'il est risque d'étouffement? Non, c'est Ultra pas ça. talentueux aussi. Et il est où le nom de l'illustrateur? Sur la couverture. Sur la couverture? Bah oui, je suis Oui, nul. En plus, sur les couvertures. Alors, moi, tu vois, là, pour le coup, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument mettre le nom de l'illustrateur, mais même des auteurs sur la couve. Je comprends tout à fait le discours et ceux qui insistent dessus parce que ça permet de mettre en avant les auteurs. Et en même temps, je pense qu'on peut autoriser les éditeurs et les illustrateurs, quand ils sont d'accord, à choisir l'endroit et le mettre. Il faut le mettre sur la boîte. C'est pour ça que je cherchais sur le côté machinalement. Il faut le mettre sur la boîte quelque part, mais parfois il y a des coups où c'est presque le truc en trop. Je sais pas. Pour l'instant, ça me semble important en tout cas. Ça me semble important de le mettre, essentiel. Mais tu vois, c'est la place. C'est le choix de la place. Est-ce que c'est la couve la bonne place systématiquement? Est-ce que des fois, sur certains produits, ça vaudrait pas le coup de le mettre ailleurs? Là, je vais rebondir sur ce que disait Maud. En l'occurrence, si on est dans une époque où de plus en plus on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle générative pour faire de la création de contenu d'illustration, justement, profitons-en pour encore plus mettre nos talents en avant sur la boîte. Ça me semble important. Ça me semble essentiel aussi, mais encore une fois, c'est l'histoire de la place. Mais je l'avais dit aussi sur Behind, je ne sais pas ce qui a été fait du coup au final, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il y a nos noms sur la boîte? Mais moi, Oui, les trois. Les trois sont sur la boîte. Oui, Il me semble que je dis à chaque fois systématiquement. Mais tu vois, tu te poses pas la question pour un livre, par exemple. Pourtant, si, pareil. Enfin, c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est pas important, que la place elle est centrale, elle est essentielle. C'est juste quel est l'endroit où cette place est essentielle? Est-ce que c'est forcément la couve systématiquement? Ou est-ce que si on le met en gros derrière ou en gros sur le côté, pour un livre c'est plus compliqué le côté, mais est-ce que c'est pas cette place-là, elle n'est pas réelle et impactante aussi? Oui, tout à fait. Pour l'instant, en fait, on n'a pas eu de cas où le fait de mettre les noms sur le facing défigurait complètement l'œuvre pas pour vous, de couverture. Voilà, donc ça va. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Dans l'absolu, on pourrait voir d'autres cas si jamais on a envie de les mettre au dos, sur le côté, etc. etc. C'est surtout les cas de figure où il y a plein d'illustrateurs. C'est le cas de Behind. D'ailleurs, la boîte est toute petite. Donc, vous avez réussi. Je regarde d'auteurs comme Blot. La boîte est toute petite, du coup, il n'y a pas leur prénom. Là, vous avez réussi à le mettre. Il y a 4 co-auteurs sur le jeu, donc on a zappé les prénoms. Parce que alors, sinon, qu'est-ce que c'est Blot? Blot, c'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli un peu, qui fait un peu triturer, qui triture un peu les méninges. C'est un jeu de pli un peu particulier. Alors il y a des sensations de jeu de pli assez particulières, assez classiques on va dire, comme de la belote ou du tarot. Sa particularité en fait c'est qu'on va jouer 4 plis en même temps. Donc du coup en fait il va y avoir une vraie question de tempo, de tiens je joue sur tel pli pour épurer ma main, enlever une couleur, gagner la possibilité de pouvoir couper sur un autre pli, etc. Donc il y a une vraie notion de timing et de tempo dans le jeu qui est super intéressante et qui demande un petit peu de réflexion, qui est un peu déroutante aussi quand on a beaucoup l'habitude des jeux de pli, parce que on aime bien déstabiliser un peu les gens. Et un petit twist en plus à la fin. Ouais, c'est ça. Chaque pli en fait rapporte des points. Quand on met les plis face visible devant soi, c'est ce qui fait aussi que le jeu a un petit côté stratégique et moins... on n'est pas dans le memory, donc on n'a pas besoin de retenir ce qui a été joué, ce qui reste à jouer, donc c'est aussi un peu plus accessible pour les gens qui n'aiment pas les jeux de pli à cause de cet aspect mémoire.
Et donc on totalise les points et en fait on va faire aussi des offrandes. On a 4 divinités sur table et en fonction des couleurs de cartes qu'on va associer au dieu, en fait ça va modifier la manière de marquer des points. Donc par exemple, si j'associe la couleur bleue à Loki va dire en fin de manche, je vais donner -2 par exemple à celui qui a le plus de cartes bleues devant lui. Ouais. Si ça avait été du vert, ça serait -2 à celui qui a le plus de cartes vertes, etc. Donc on a un moyen en plus de ça de faire des petits tricks durant la partie, de dire bah tiens je vais pas gagner Split mais c'est pas grave, ça va te forcer à te mettre sur Loki par exemple pour gagner des malus et au final réussir à modifier un petit peu le calcul de points final. Donc très très sympa et plus retors que ce qu'on pourrait penser pour un jeu de pli. Donc ça, c'était le deuxième ou le troisième? C'est le troisième, ouais. Pas son deuxième. Le mec, il organise super bien son émission. Hop, Kintsugi, on vous en a beaucoup parlé sur la chaîne de Kintsugi au moment de sa sortie, aussi par son thème. Parce que ce thème est impactant. Moi, je ne connaissais pas, tout simplement. Je m'intéresse à plein de trucs et je n'avais jamais eu l'occasion de regarder cet art ancestral du Kintsugi. Je vous lis ce qui est marqué derrière. Ça sera plus éloquent que si j'en improvise. Une pratique japonaise où les céramiques brisées sont restaurées avec de la crotte de nez, apportant à leur cicatrice une beauté unique. Donc ça, vous avez fait un jeu. Bah si, c'est mon genre d'humour, un peu cucul la praline. Non mais ça, c'est un art qui existe vraiment. Il y a vraiment des céramiques qui sont cassées et recollées. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le kinskoroi. En fait, en japonais, l'idée c'est que les céramiques que tu vas avoir avec toi, les belles, on est bien évidemment, c'est pas de l'Ikea ou ce genre de choses. Quand tu as des artisans qui ont travaillé sur les céramiques, les Japonais peuvent parfois aussi vouloir les transmettre de génération en génération. Oui. Donc évidemment, si elle est un peu ébréchée, t'as pas fait attention, elle est un peu cassée, tu vas pas dire bon bah c'est pas grave, 450 années d'histoire à la poubelle, et au recyclage on n'en parle plus. Au contraire, tu vas essayer de la faire restaurer. Et pour ne pas cacher le fait qu'elle ils ne masquent pas la restauration. Voilà. On a ce truc-là, nous, de vouloir masquer en disant bon, bah, c'est bon, là, on ne le voit plus trop. Il y a eu un POC, mais c'est pas grave, on a modifié. Là, vraiment, c'est très visible et avec des petites jointures qui sont pas en crotte de nez, mais c'est quoi? C'est de l'or? Exactement, c'est de la laque dorée. La laque dorée. Voilà, donc tu peux réutiliser ensuite ta céramique et continuer à la transmettre de génération en génération. Et vous en avez fait un jeu qui est beaucoup plus simple que les deux le précédent et le suivant. C'est le précédent et le suivant. Ouais. Oui, parce qu'on fait dans le désordre, donc c'est super. Oui, il est plus simple, là c'est le plus accessible de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il est plus léger effectivement que Blot et Biotope. Et effectivement, petit jeu de collection, et ce qui est intéressant sur les cartes, c'est qu'on va avoir 2 états. On va avoir l'état de la céramique entière, intouchée. Qui vaut des points. Qui vaut des points, et lorsqu'elle se brise et qu'on réussit à la réparer... il faut la réparer, oui. Elle vaut plus de points. Et donc ce sont des illustrations de Shirley Gong, vraiment, vraiment très très jolies, et qui sont dans tout à fait l'univers de la céramique japonaise. Oui. Donc voilà, petit jeu dont on a pas mal parlé, qu'on a apprécié jouer également. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà parus. Sortis, Et c'est tout pour les jeux qui sont déjà parus. Alors, dans ceux qui vont paraître, on passe à la rubrique suivante, les jeux de 2025. On a justement une petite extension, une micro-extension pour Blot, elle est là. qui va arriver pour ceux qui ont le jeu. Qui sera disponible à Cannes, du coup. Voilà. Ouais. Donc là, en fait... Juste sur Cannes ou elle sera en boutique, celle-ci? Alors, elle sera... on vient juste de lancer notre boutique en ligne. Donc elle sera disponible en ligne. En boutique, c'est compliqué parce que c'est un tout petit booster et même à gérer pour notre distributeur, c'est pas évident. Donc en fait, on la proposera sur notre boutique en ligne et sur les salons sur lesquels on se déplace avec une boutique. Voilà. D'accord, donc c'est aussi l'esprit de cette micro-extension. C'est peut-être compliqué de les distribuer un peu partout dans les boutiques. Je ne sais pas, pour les boutiques qui nous regardent, est-ce que vous arrivez facilement à distribuer, parce que là c'est un tout petit booster, c'est vraiment juste quelques cartes en plus, à les vendre en fait. C'est ça la question, c'est est-ce que les gens achètent ça dans les boutiques traditionnelles? Je me rends pas compte, moi. Toi, tu sais peut-être un peu mieux. C'est compliqué. Ou alors il faut vraiment que le jeu soit très très implanté. Ça marche par exemple pour Faraway qui a son extension qui est en booster, mais le jeu a eu l'As d'or. Il est très implanté en boutique et dans les communautés de joueuses, de joueurs. Donc les gens viennent le chercher. Oui, parce que tu peux pas le mettre en rayon, tu es obligé de le garder derrière la caisse et ou sur le comptoir parce qu'ils ont un petit présentoir. Mais oui, c'est pas après pour d'autres types de produits,
on rentre un peu dans le goodies finalement, où là, tous les éditeurs, ils ont leur boutique en ligne avec des trucs un peu supplémentaires que tu peux te payer pour pimper un peu ton jeu. On rentre un peu dans cette catégorie-là finalement avec cette mini-extension, quoi. Tu travailles où en boutique ? Dans une petite ville qui s'appelle Tulin, dans une boutique qui s'appelle La Parenthèse Ludique, qui est ouverte il y a un an. J'ai vu des Avec messages passer. un projet de 20 ans, donc c'est très chouette ça. Alors, les jeux à venir ? Oui, du coup, les jeux à venir. C'est moi qui dirige cette émission. Hein. C'est pas du tout le moment où je voulais en parler. On passe à la rubrique suivante, les jeux à venir en 2025. Quelle belle transition. Il y en a quelques-uns qui arrivent. On a notamment, on en a beaucoup parlé, le Ritual. Ouais. Trop bien jeu. Juste ici, trop bien jeu, nous dit-on en off. C'est pas le premier qui arrive tout de suite. C'est pas le premier. C'est lequel le premier qui arrive tout de suite ? C'est All Star Draft. C'est All Star Draft, mais on n'a pas la boîte. Par contre, on peut vous montrer le visuel. Vous le verrez si vous vous connectez à notre site internet, si vous allez sur unmondedejeux.fr. Vous aurez plein de visuels géniaux qu'on vous a mis pour retrouver les différentes informations que nous avons déjà évoquées. Et donc, All Star Draft, c'est le premier jeu qui sortira cette année. Ouais. Il sera dispo à Cannes ? Non, il ne sera pas disponible à Cannes, il sera à découvrir à Cannes en avant-première, donc on aura des tables pour le faire tester. Puis il y a eu une partie au chalet, regardez ça. Trop bien. Ah, c'est nous hier. Ouais. J'ai vraiment cru que j'allais la gagner, celle-là. Mais dis pas les secrets. Peut-être tu as gagné la partie. Spoiler. Peut-être tu ne l'as pas gagné. On ne dira pas qui l'a gagné, mais il y avait un pin sans jeu. Je l'ai toujours dans la poche. Et du chocolat. J'espère que tu n'as plus le chocolat dans la poche par contre. Non. Les pins qu'on va donner au Festival des Jeux de Cannes, j'en fais gagner actuellement dans tous les tournages qu'on fait en ce moment au chalet. Je mets un pin sans jeu et les gens s'arrachent. Ils ont tellement envie de l'emporter, de pouvoir repartir avec. Et non, celui-ci, on ne sait pas qui a gagné, c'est vrai. On ne sait pas qui a gagné la partie. Mais on en a fait une chouette partie. Alors c'est un jeu très original par le thème parce qu'on est sur le hockey. Ouais. Mais c'est pas un jeu de hockey. Voilà, c'est ce qu'on répète parce que les gens peuvent des fois un peu se focaliser sur la thématique. Non, mais c'est la thématique. C'est un pur jeu de draft, stratégique avec un petit twist dans le cours du jeu qui rend le jeu vraiment sympa, un peu retors. Hein, du coup, on le verra dans la partie filmée. Ah, Mélodie, elle fait la blague qu'on a déjà fait 3 fois. Elle passe après tout le monde, hein, Mélodie. C'est fou. C'est à quel point elle répète les trucs. Aucune imagination. T'as changé, Mélodie. Non, c'est vrai que le twist du jeu est vraiment très intéressant. C'est du pur jeu de draft avec de la préparation en amont. Donc c'est pas juste drafter, jouer tout de suite, mais être capable de prévoir 1, 2, 3 manches, puis les playoffs, donc toute une partie d'avance. Depuis la première carte. Et là, vraiment, c'est pour les personnes qui aiment se triturer les ménages. Drafter tous les joueurs de cartes à collectionner aussi, c'est vraiment un banger. Un banger, c'est un banger. Clairement, si vous aimez le draft, vous allez kiffer All Star Draft. En même temps, c'est dans le titre, quoi. On ment pas sur la marchandise. Un banger. Tiens, j'ai pas fait la blague à Tanguy. On avait Tanguy hier, et en fait, avec les lettres de son nom de famille, tu peux faire banger. C'est toutes les lettres. Tanguy Gréban, c'est fou, hein. Incroyable. Voilà, je vous le donne comme ça, complètement en décalage. Replacez-le dans la vidéo d'hier. C'est vous-même chez vous. En disant, oh, qu'est-ce qu'il est drôle, Martin. C'est tellement à propos, ces jeux avec les démos. On continue donc sur ce All-Star Draft. Je vais essayer de vous le résumer très très rapidement quand même, parce qu'on vous en a parlé, mais il y a des sensations. C'est des sensations de jeu qu'on a envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent pour se rendre compte de si ce jeu est fait pour eux. Moi, il y a quelque chose qui m'a séduit tout particulièrement. Effectivement, il y a un draft très simple, vraiment très simple, parce qu'on a juste des cartes avec des numéros et on va se les passer les uns aux autres. Il n'y a pas que des numéros sur les cartes, mais dans la simplicité, il n'y a rien d'autre. C'est juste, on a 6 cartes, on en prend une, on passe les 5 suivantes. Donc ça, sur la mécanique, ultra simple. Mais la richesse de ce jeu, c'est quelque chose que je recherchais moi aussi en tant que joueur. J'avais vraiment envie de voir un jeu qui se joue en plusieurs manches et dans lequel on va réutiliser, on compose des petites équipes de cartes et on va réutiliser les cartes des manches précédentes avec une petite mécanique que je ne vais pas dévoiler ici, mais le jeu, c'est pas juste une manche, c'est fini, il y a vraiment ce fonctionnement, cette progression avec la manche finale qui est absolument essentielle. C'est plus long que tous ces petits jeux de cartes qu'on voit sortir actuellement et dont les parties durent environ 20 minutes. Et moi, ça m'a plutôt fait plaisir, parce que j'aime cette profondeur, cette longueur de jeu, un peu à la manière d'un Vélonimo d'ailleurs, le jeu de Bruno Catala, dans lequel les parties sont un peu plus longues que celles qu'on a actuellement.
Il y a une vraie progression dans le cours du jeu, dans la partie, il y a une montée en puissance avec la partie des playoffs où là vraiment c'est le climax. C'est la tension que j'aime bien en fait en définitive, c'est-à-dire que tu peux très bien pendant les 3 premières manches de jeu normal en fait réussir à faire un maximum de points. Ouais. Et te faire totalement rouler dessus pendant les playoffs parce que t'as pas prévu suffisamment d'avance ou bien que quelqu'un te sort une combinaison de cartes que t'avais pas du tout prévu. Bon, voilà, c'est très malin. Il faut que vous y jouiez pour vous rendre compte de comment ça fonctionne. C'est pas si simple, en fait, de ressentir des sensations comme ça à une explication. Mais le thème est plutôt bien choisi parce que tu as effectivement un petit côté sport, évolution de ton équipe derrière. N'ayez pas peur de ça non plus en termes de mécanique. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom des joueurs suisses de hockey. Ça ne va pas du tout. Non, mais il faut le dire, hein, parce qu'on n'a pas envie que les gens se disent ouais, j'aime pas le thème. Et vous m'avez dit d'ailleurs qu'en festival, vous avez des joueurs qui ne sont pas du tout attirés par le hockey. Par le hockey, mais par le sport de manière... Qui est attiré par le hockey en France, en fait? Pas grand monde. Par le sport de manière générale, ça peut être un peu le côté rare, c'est un jeu avec une thématique de sport, c'est pas ma cam. Et en fait, on a des gens qui partent un peu à reculons, qui jouent comme ça et qui finalement prennent beaucoup de plaisir parce qu'en fait, c'est pas une mécanique qui tend à retranscrire une sensation de sport. En fait, c'est vraiment un jeu de draft, donc on est vraiment dans le jeu de société. Avec l'habillage hockey sur glace, quoi. Ritual, donc celui-ci, il est déjà sorti en Allemagne, mais il n'a pas encore de version française. Et alors, sa sortie a été accompagnée d'un petit effet de buzz, puisque moi je suis reparti avec d'Allemagne. Forcément, on m'a beaucoup parlé de ce jeu, j'ai eu envie de le prendre, et lors du Salon des Suns, jeu préféré de Billy dans la boîte. C'est préféré carrément. Ah ouais. Ah ouais, là, je m'avance pas trop, Billy, hein, mais... On nous dit dans la boîte, c'est un grébant ce jeu, c'est vraiment... c'est un Gaëtan. Ritual, le jeu. Alors Thomas Tarragon, c'est l'auteur du jeu, et cette fois-ci, on est sur un jeu à communication limitée dans lequel on va essayer de refaire un rituel. C'est dur à pitcher hein, comme type de jeu. Là aussi, je pense qu'il faut insister sur les sensations. Exactement, bien vu. C'est vraiment le genre de jeu où on peut essayer de vous le décrire, mais il faut vraiment le tester. Et se laisser emporter par le jeu. Ce que j'aime dans ce jeu spécifiquement, ce qu'on a adoré nous, c'était vraiment... La BO. La BO, il y a une petite musique. C'est vrai qu'il vient avec une musique, c'est vrai. Mais c'est vraiment les sensations que tu as. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le moment où tu joues, techniquement, pour essayer d'accomplir les objectifs, c'est un peu ce qui est marqué derrière, accomplir les rituels. Mais tu as aussi, on en parlait hier, c'est vraiment toute la partie débrief. C'est-à-dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, pourquoi est-ce qu'on a joué comme ça? Tiens, toi, j'ai vu que tu avais fait ça. Qu'est-ce que tu essayes d'envoyer comme information? Sachant qu'on ne va pas parler, pas communiquer du tout en fait pendant la partie. On va juste se servir des éléments de gameplay pour essayer de faire passer des informations aux autres joueurs. Et donc ça va demander à ce qu'on fasse attention à ce qui se passe autour de la table, à vraiment être connectés les uns aux autres. Et c'est une sensation qui est vraiment extrêmement agréable. Moi, sur le papier, voilà, coopératif, communication limitée, ça me vendait pas nécessairement du rêve parce que d'autres expériences de ce type-là en fait m'avaient pas laissé un souvenir impérissable et la thématique, on va pas se mentir, le côté un peu ambiance chamanique et autres, ça me parlait un peu. Je dis bon bah allez, on va le tester. Et en fait je sais pas, il y a un truc qui se passe quoi. Il y a quelque chose. C'est un jeu coopératif dans lequel il n'y a pas d'effet leader du tout. C'est-à-dire que les gens quand ils connaissent le jeu, de parler de toute façon. C'est ça. Et les gens quand ils connaissent le jeu sont plus dans je vais essayer d'aider les autres. Donc il y a vraiment cette sensation de bienveillance autour de la table, de jolie coopération. Donc ça génère beaucoup d'émotions et de sensations positives en fait en jeu. Et moi c'est ce qui me plaît énormément quoi. Ça fait partie des choses que en termes de valeur nous plaisent chez Paladis quoi. Donc pour nous, c'était une évidence qu'il soit chez nous. Quoi. Je suis pas du tout coopératif. Moi, c'est pas un type de jeu qui m'attire de base, les jeux coopératifs. Et souvent, je suis résumé. Les gens disent Martin n'aime pas les coop. Mais en fait, c'est un type de coop que j'aime pas. C'est les coop à la pandémie où il y a ce fameux effet leader, où il y a et aussi, surtout, ce que j'aime pas du tout moi dans les jeux coopératifs. Et ça, on le met pas parce qu'on met beaucoup l'effet leader en avant. On le met moins en avant. C'est les jeux coopératifs où c'est le jeu qui décide si tu as des chances de gagner ou pas.
et surtout le jeu. C'est-à-dire que ça va être un tirage de cartes. Des fois, tu fais un pandémie et après la partie, dans le débrief, tu te dis bon, voilà, clairement, le tirage de cartes était tellement horrible qu'on n'avait aucune chance. On ne le savait pas, mais on n'avait aucune chance. Et moi, ça me frustre. Je me dis, je préfère faire un jeu où j'ai une petite chance quand même, quitte à ce que ça soit un peu scénarisé ou s'il y a quelque chose derrière. C'est pas du tout le cas d'un jeu comme Ritual. Déjà, vous jouez avec les joueurs autour de la table, même si la communication est limitée. Au contraire, vous êtes beaucoup plus attentif aux petits signes qui se passent à droite à gauche. Vous êtes très actif tout le temps, en permanence, parce qu'il y a une observation de ce qui se passe sur la table. Pour résumer la mécanique en 2 mots, on va essayer de faire des combinaisons de gemmes devant soi en fonction de petites cartes objectifs, communes ou pas, mais en tout cas qu'on voit et que les autres ne voient pas. Donc il faut essayer de deviner en fonction des mouvements quelles sont les gemmes qu'il faut emmener à quel endroit. Les mécaniques sont ultra simples. Et c'est toute l'observation qui est mise en scène par le jeu. C'est assez malin sur ce plan-là. Et c'est un jeu coopératif dans lequel il n'y a pas d'effet leader, tu l'as dit, mais c'est aussi un jeu chamanique dans lequel il n'y a pas d'effet dealer. Je tiens à insister là-dessus. Vous le mettrez en sous-titre ? Ouais. On sent que tu l'as travaillé celle-là. Non, pas du tout. Pour répondre à des questions que j'ai vues dans le chat, ça va être notre travail de retravailler sur le design. J'allais le dire. Aussi, c'est vrai. J'ai vu passer le truc, j'ai fait non. Ah oui, il y a des gens, moi j'ose pas lire les trucs. J'ose pas parce que je sais pas si vous allez retravailler la boîte. Donc je vois, la boîte elle est moche quand même. En fait, c'est une localisation et c'est vrai en discutant avec l'éditeur original. C'est pas la pire non plus. On s'est dit que, dans l'idée, j'aime bien faire des packs qui soient quand même adaptés au marché sur lequel on est. Là, au marché français, on est habitué à certains codes graphiques qui sont particuliers. Et l'idée, ça va être de voir comment on réadapte ce principe graphique sans trahir l'essence du jeu. Voilà, donc notre but à nous, ça va être de donner à Ritual toute la chance dont il a besoin pour réussir à se vendre un maximum et toucher un maximum de joueurs. Et partant de là, voir comment est-ce qu'on va réussir à créer un design approprié. C'est un peu en fait avec Ritual, mais aussi avec Kintsugi ou All Star Draft, c'est un peu ce qu'on aime faire chez Paladis, c'est-à-dire que quand on fait une localisation d'un jeu, on a envie de se l'approprier et qui rentre effectivement dans notre catalogue, mais pas comme un ajout un peu externe, mais qui rentre un peu avec des codes visuels qui sont ceux qu'on aime. Donc en fait, quand on localise un jeu, c'est vrai que une des premières choses qu'on demande, c'est à l'éditeur original, est-ce qu'on a la possibilité de modifier en fait l'habillage graphique du jeu pour qu'on puisse se l'approprier vraiment. Et donc on a la chance sur les 3 localisations qu'on fait, Kintsugi, All Star Draft et Ritual, de pouvoir effectivement changer vraiment l'habillage du jeu et le faire correspondre à nos envies, quoi. Mais ça, c'est vraiment très très chouette. C'est chouette, une vraie chance, quoi. C'est super d'avoir la possibilité, mais c'est aussi un coût pour vous, parce que là, vous faites une localisation qui n'a pas le même... Enfin, vous vous faites plaisir, ça j'ai bien compris que c'était essentiel pour vous de donner du sens à ce que vous faites de manière générale, mais c'est tellement plus simple pour un éditeur de sortir le jeu tel quel et de surfer sur le succès. Après, il y a une autre contrainte, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'éco-conception, dans le jeu en version allemande, les pierres qu'on se passe pendant le jeu, elles sont en acrylique, en plastique. Donc pour nous, c'était déjà l'élément principal qu'il fallait qu'on modifie dans le jeu, c'est-à-dire qu'en l'abordant de manière éco-conçue, on va changer cet élément-là. Ça, c'était la première chose. Donc forcément, à partir du moment où il y a déjà des éléments qu'on modifie, après le côté graphique, ça allait un peu avec, quoi. Donc, dans la version française, dans la version que nous, on va localiser, ce ne sera pas des gemmes acryliques plastiques, mais des pierres en bois. Là, c'est des j'aime pas. Voilà, ça sera la dernière rubrique de cette émission. On en parlera peut-être du j'aime pas juste derrière. On a 2 jeux encore qui sortiront en 2025. Alors, si j'ai vu, je réponds quand même à une question, j'ai vu passer, il sera testable à Cannes. On aura une table dédiée à Ritual à Cannes, donc vous pourrez venir l'essayer sur le stand. Et sinon, est-ce que vous avez un partenariat avec tous les magasins Rituals ? Parce que là, clairement, non, mais il faut réfléchir à ce genre de débouché. Je vous donne des bonnes idées, après vous faites ce que vous voulez. Mais... Hop. On a 2 autres jeux qui sortiront en 2025. Je ne sais pas si on a des éléments sur les 2. Oui. Ouais, on a des éléments sur les 2. On a des éléments là tout de suite sur les SAN. Sur les SAN, on a des éléments. Donc les SAN, je vous montre. La couverture, on peut vous montrer que ça, mais on peut vous en parler puisque nous avons la couverture provisoire pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'elle a bien avancé depuis hier puisque Maud est arrivée avec des projets de couverture et on t'a beaucoup vu dessiner au chalet et travailler. Vous êtes parti dans cette direction, donc maintenant c'est validé. Pas entièrement. Pas entièrement, il y aura encore des retouches. Oui. Mais on tient le bon bout. Oui. On va y arriver. Donc c'est un jeu que tu illustres, Maud, qui sera donc disponible chez Paladis Games. Et là, en regardant la couverture,
je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous ai vu jouer hier, donc j'ai quelques petites indications, mais je ne sais pas du tout le type de jeu dont il s'agit. Est-ce que sur le chat, vous avez une idée du type Comme ça, on changera le gameplay, du coup. On changera la couverture, comme ça, si vous ne trouvez pas, ça va C'est me si beau, pour nous ma dit Crocotam. Un jeu Merci, sur Croco. l'eau de mer, Abyss-like, dans l'eau. Ouais, mais ça, vous avez compris qu'il y avait de l'eau. Et je sais pas s'il y a tant Ah d'eau. si, j'ai vu passer, je vais répondre à Tornade qui demandait le numéro du stand au Fige. Ouais. On sera au 0507 et c'est possible qu'il soit testable aussi à Toulouse. Ritual. Toulouse en mai. Voilà. C'est le jeu où j'éclate l'équipe de Paladis, donc elle est déjà Atlantide. Donc là, vous avez des idées de thème. Rachel, une fois, t'emballes pas. La mécanique, la mécanique, elle ressort pas directement comme ça. C'est quel type de mécanique? On voit un tout petit peu là sur la couverture, t'as des petits cubes en fait près des palais sous l'eau. Et les bâtiments qui ont l'air de monter derrière aussi. Et qui sortent de l'eau, effectivement. Donc, c'est un jeu qui est peut-être plus abstrait que les précédents que vous avez fait jusqu'à présent. Qui l'écrit? Alors, l'auteur, c'est Clément Miralles. Ouais. Ça pour mettre l'ambiance en avant. Maud, elle est à fond parce que le jeu a été primé à Boulogne en 2023 sous le nom d'Agraba. Oui, elle était dans le jury. Et elle était dans le jury, c'est elle qui a remis son prix à Clément. C'est la seule et unique fois où j'ai fait du placement de moi. Oui. Ouais. Mais en fait, t'étais pas dans le jury pour Behind? Si, bon. Non, mais Behind, j'ai rien. Au contraire, Behind, j'aurais bien aimé ne pas le faire. C'est un beau jeu. Je savais qu'on allait en chier. Oui. Et voilà. Enfin, qu'ils allaient en chier, du coup. Oui, je savais même pas que c'était pas un Kif qui commentaire allait négatif, évidemment. Non, bien sûr. Tout à fait. J'ai fait une boulette? Non. Ben non, Ça pas du tout, mais je préfère que tu dirais parce qu'il y a des gens qui s'imaginent après derrière, oh là là, l'expérience terrible. Après, on voit sur le Voici Ludique, c'est les magazines qui disent Maud, elle a détesté travailler avec Pierrot. C'était l'horreur. Elle aurait tellement aimé ne pas faire ce jeu. Non, mais les médias ludiques ont du second degré quand même, non? Non. Je sous-titre toujours au cas où c'est devenu un réflexe. Donc celui-ci, t'as aimé le faire? Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai aimé le faire. En fait, j'ai menacé Clément à l'époque de dire si je travaille pas dessus, je te remets pas le prix. Comme si c'était moi le jury. Comme si déjà. c'était lui qui choisissait déjà. Parce que il n'y avait pas d'éditeur encore à l'époque. Non, pas du tout. Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand on en a parlé, il m'a présenté le prototype. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très sympa et je lui ai dit, écoute, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Et puis, ça a plus donné suite. Et au bout d'un certain moment, je suis revenu vers lui en disant, quand même, j'aimerais bien que tu m'envoies le proto, parce qu'en fait, il m'avait juste envoyé les règles et sur le papier, ça me branchait un peu. Donc, il a fini par m'envoyer le proto, parce qu'il en avait récupéré. Et à ce moment-là, il me dit, par contre, je dois te prévenir, le prototype est présenté à un concours. Je peux pas te dire lequel, mais voilà quoi. Alors je dis bon bah ok, on voit bien, mais voilà. Du coup, je reçois le proto, on fait des tests à la maison, notamment avec mes filles, et en fait ça marche bien. On aime bien, on a vraiment bien aimé les sensations. Et j'ai confirmé à Clément qu'on était vraiment intéressé par le jeu et le prendre. Et puis du coup, juste après, genre 2 mois après, il est effectivement primé au mois de septembre sur le concours de Boulogne. Donc c'était assez drôle. Donc voilà, un peu pour l'histoire. Et effectivement, Maud a remis le prix en disant c'est typiquement le genre de jeu que j'aimerais illustrer. Donc on a vu ça, on a fait bon bah ok, d'accord. Si on n'a pas le choix, on va faire comme ça. Non mais des fois, il faut y aller au culot, les gars. Oui. Après, il y a une négociation sur le prix, évidemment, c'est des enchères inversées. Les SAN, donc ça c'est un jeu dans lequel vous allez empiler des cubes que vous récupérez pour composer un petit plateau personnel. C'est ça, un palais sous-marin. On va construire on va récupérer des cubes sur un plateau central qui va nous imposer des contraintes de placement sur notre petit plateau personnel. Et l'objectif, c'est d'orienter les cubes, parce qu'il y a des symboles de différents types en fait sur les cubes. Il faut orienter les symboles pour optimiser leur placement, pour marquer le plus de points possible. On va avoir des objectifs à chaque manche, qui vont nous permettre de faire du
scoring tout au long de la partie. C'est très très chouette, c'est un peu casse-tête parce qu'évidemment on a des faces avec des fissures qui vont faire perdre des points en fin de partie. Donc il y a vraiment toute cette notion de jeu dans l'espace en 3D où il faut faire au mieux, il faut optimiser son placement, c'est vraiment très sympa. Ouais. Et qui arrivera donc à quelle période ? Alors là, cette année, en fait, on va lancer une grosse campagne de précommande, un peu comme ce qu'on avait fait pour Biotop, parce que c'est un jeu avec beaucoup de matériel. Les cubes sont, voilà, il y a quand même. Vous repasserez par une plateforme de financement ? Oui, on repassera par une plateforme et laquelle, par curiosité ? Eh ben, c'est pas défini, mais très certainement GameFound. GameFound, parce qu'il y a le. Pourquoi pas Ulule ? C'est une question comme ça, c'est complètement. Parce qu'il y a l'ambition sur les SAN de le proposer à l'international. Ah, d'accord. De le proposer aussi sur les marchés anglophones. Et donc là, on peut pas juste se contenter d'Ulule pour aller toucher le public anglophone. Et donc il y a pas mal de matériel. Les cubes sont des cubes, je pense que tu peux les attraper, Jess, ils sont derrière, le prototype est derrière, et c'est les cubes définitifs. Alors bon, on a des autocollants tout pourris dessus, mais non, c'est celui qui est tout en dessous. Parce que les cubes, on est aussi assez satisfait, parce que ça a demandé pas mal de boulot de recherche sur les SAN, toujours cette contrainte d'éco-conception. Et voilà, comme on a des cubes assez imposants... Une vieille chaussette recyclée. Une vieille chaussette recyclée de Clément. Tiens, on va les poser sur la table. Et voilà, des gros cubes. Ah, saumon. Version proto avancée. Voilà. Avec des petits stickers pour l'instant. Donc ça, c'est le cube définitif. Alors pas au niveau des symboles, parce que là, c'est des autocollants qui sont posés dessus. Il sera évidemment imprimé dessus, mais c'est des cubes en Rewood. On en avait déjà parlé. Ça sera du Rewood ? Ça, c'est du Rewood, ouais. Wow. Alors Rewood, c'est cette technologie qui est allemande, qui permet de recycler à la fois du bois, mais pas que du bois. Il y a du bois et un peu de plastique. Il y a du plastique à l'intérieur. Ça en fait une pâte qui est de goût modelable dans des formes que l'on souhaite. Qui est injectée en fait dans des moules. Et donc là, en fait, l'idée c'est avec ces cubes, en fait, on va construire des palais. Donc voilà, c'est ça effectivement qu'on va trouver dans la boîte. Il y a une quantité non négligeable de cubes, donc ça fait un jeu avec pas mal de matériel. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on passe par une campagne de financement pour s'assurer effectivement d'avoir un certain nombre de quantités. Oui, parce que là, il faut en tirer suffisamment pour pouvoir amortir le coût de production. C'est ça. Mais on y croit, et puis avec une belle couverture de mood comme ça, franchement. T'es pas fini. Mais bon, on a l'idée. Moi, j'ai des remarques, j'ai des critiques sur cette couve. Le petit triangle en bas à gauche. On a un dernier jeu qui sortira en fin d'année, qui est plus familial, voire jouable avec des enfants aussi, complètement. Qui va nous emmener à chantonner une petite comptine. C'est ça, c'est Promenons-nous, donc basé sur la comptine Promenons-nous dans les bois. Ah, bien jeu. On y a joué hier, on s'est bien amusé, on a enchaîné 2 parties. C'est vrai que c'est difficile de faire qu'une seule partie de ce jeu. C'est ça, c'est un jeu que j'ai testé en festival et vraiment, c'est pareil, je me suis dit, dès la première partie, je me suis dit, j'ai envie de rejouer tout de suite parce que les émotions en fait qui montaient et ça donnait envie de se dire, mince, qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi est-ce que ce jeu m'attire autant. Jeu familial, mais ce qui est bien, c'est que c'est exactement le genre de jeu où tu peux faire jouer tes enfants sans t'ennuyer non plus. Voire jouer exactement juste entre adultes, c'est très sympa aussi. Il y a une sorte de part de guessing, et en fait non. Je ne sais pas si je l'ai bien résumé comme ça, c'est-à-dire que dans ce jeu, vous allez avoir ce qu'on avait dans un jeu comme Crossing, je ne sais pas si les gens se souviennent de Crossing, un jeu dans lequel on compte 3, 2, 1, et il faut pointer une zone, et si 2 joueurs pointent la même zone, catastrophe, ils ne vont pas prendre les ressources qui sont indiquées dessus, il y a plusieurs zones sur la table. Ça, c'est Crossing, c'est du guessing, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder les gens autour de la table pour savoir ce qui les intéresse, et en fonction de ce qu'on a compris, deviner, analyser, on ne va pas se placer au même endroit. Mais dans ce jeu-là, on n'est pas obligé d'essayer de deviner. On va pouvoir chanter une petite comptine, promenons-nous dans les bois, etc. Et pendant ce temps-là, on peut déjà se placer, donc on ne va pas pointer du doigt, mais on va placer son petit marqueur dans des zones, en l'occurrence, pour essayer de récupérer leur contenu et se déplacer. Donc on voit ce que les autres vont faire. Donc il y a à la fois peut-être un tout petit peu de guessing, parce qu'il faut deviner le positionnement final. Au moment où la comptine s'arrête, les positions sont figées, tout le monde doit lever la main. Et là, on regarde qui a récupéré quoi, en sachant que là aussi, si plusieurs joueurs avec des jetons de la même valeur se situent sur la même zone, ils ne récupéreront rien. C'est très, très malin comme système. Oui, très sympa. Donc, petit jeu de collection, le but, ça va être de récupérer des... En fait, on joue une famille de loups-garous
petits garous et grands garous qui vont partir chercher à manger dans la forêt. Et dans l'idée, donc, on va avoir une distribution de jetons de différentes couleurs sur le plateau de jeu et on va envoyer nos garous face cachée. On ne sait pas quelle est la puissance des deux garous, enfin les autres joueurs ne savent pas quelle est la puissance des garous. On va les envoyer récupérer ces petits jetons. Et une fois que tout le monde a positionné, repositionné, a enlevé ses jetons, on les a remis, etc., on regarde ce qui se passe et on compare les forces. Et il y a tout un tas de petits coups de Trafalgar. Bah oui, c'est très rigolo parce qu'on fait n'importe quoi. Rachel a raison. La précipitation t'empêche de réfléchir correctement. Et effectivement, ça s'est passé plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis retourné vers mon voisin de gauche. Je ne dirais pas qui c'était en lui demandant mais qu'est-ce que tu as fait ? Et il me répondait, Tanguy me répondait, bon, je sais pas, j'ai joué n'importe comment. C'est la précipitation. Non, c'est vraiment c'est fun, c'est rigolo et on a envie de jouer mieux. On a envie de se poser des questions et on se retrouve dans des situations qu'on n'envisage pas quand on est joueur. C'est-à-dire un joueur qui que tu as fait, toi, qui se balade et qu'on n'arrive pas à empêcher parce qu'on ne s'organise pas. C'est ça, c'était un petit peu, j'ai l'impression de revoir les bastons dans le village d'Astérix, tu sais, dans les bandes dessinées, avec tout le monde qui se bat pour essayer d'obtenir une proie en particulier. Et moi, je regardais la partie de mon côté, et j'étais là... J'attends qu'ils aient terminé, puis je pose stratégiquement mes garous. Avec ce flegme qui te caractérise. C'est totalement britannique, n'est-ce pas ? Et ce qui m'a permis de récupérer un maximum de proies. Il y a plein de manières, c'est très intéressant, il y a plein de manières de jouer à ce jeu, suivant les jours, suivant les gens, etc. Et c'est ça qui fait un petit peu sa richesse. Ça, c'est un jeu qui est en développement chez vous, c'est-à-dire qu'il n'a jamais existé, c'est pas une localisation du tout. Vous êtes en train de Vincent Bernet, et qui sera illustré par Camille Chaussy. Oui, voilà. Camille Chaussy. Un peu d'ambiance, vous êtes offert par Maud Chalmel qui modélise cette émission. Donc pour la fin d'année. Oui, les Pokémon. Chalmel. Pardon. On l'attend avec impatience. Puis moi j'adore l'univers de Winnie l'ourson, donc les grands garous, petits garous, gourou, grand gourou. Ah oui, non, c'est le petit gourou. Et j'ai confondu. Oh, on a vu tout le line-up de Paladis pour 2025. Vous connaissez déjà vos projets pour 2026 ? On a déjà quelques petites choses. un dont on a déjà parlé, qui a un nom de code assez connu de la communauté puisqu'il s'appelle Calax. Ah oui, j'ai vu passer ça. Mais il faut pas que ça s'appelle Calax. Moi je dessine pas dessus si ça s'appelle Calax. Parce que tu veux dessiner dessus ? Tu veux pas tout faire, Maud, faut que mais non, c'est eux, moi j'ai rien dit. C'est même l'auteur qui est venu me voir avant de... Non, est-ce que tu veux un verre d'eau ? déjà ? Non, ça va. Merci. Voilà, c'est Calax, effectivement, qui est prévu pour l'année prochaine, un jeu de rangement de boîtes dans des étagères. Trop bien joué aussi. On arrive à la dernière rubrique de cette émission, on va jouer un petit peu ensemble, on va regarder des images et je vais vous demander de participer sur le jeu J'aime pas. Mais on va appeler Aline si elle est disponible pour nous rejoindre parce que c'est son anniversaire. Et vous lui avez pas souhaité en direct, donc on a envie de lui souhaiter en direct qu'elle revienne nous rejoindre avec... Est-ce qu'elle a pris ses cadeaux d'anniversaire ? On va voir. Est-ce qu'elle a reçu un petit cadeau d'anniversaire d'une vieweuse ? Bon anniversaire. C'est gentil. Est-ce que tu vas te glisser entre Maud, vous lui partagerez le micro peut-être ? Non. Entre Maud et Jess, dans l'angle. Bougez pas. Non. T'as pas vraiment de chaise ? Mais regarde, moi j'en ai pas vraiment. Non, mais c'est bien comme ça, regarde. On est en train de s'organiser. On va faire un petit jeu, je vais vous montrer, parce que on est trop positif tout le temps. On dit tout le temps du bien de tout, et j'ai envie qu'on dise un peu de mal maintenant. Oui. Ah, il faut que ça dénonce là. On parle de choses qu'on aime particulièrement politique pas. Et tout là. Ouais, complètement. Et donc j'ai préparé des petites vignettes sur des trucs qu'on n'aime pas. Et on va commencer très très gentiment. On attend Aline évidemment parce qu'elle va participer avec nous. On va décaler des chaises, ça sera plus simple. Celle-ci, on va la mettre dans l'angle. Je te passe la mienne et puis je prendrai celle qui arrive. Hop. Cette ronde vous est offerte par un monde de jeu. Merci Aline. Tu veux te mettre dans le coin ou entre nous ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Donc forcément, vous entendrez un peu moins Maud qui est dans l'angle, mais comme elle a la voix qui porte, ça devrait bien aller. Oui, j'ai un charisme. De coin. Voilà, mettez le micro entre vous, comme ça sera plus simple. Première image. Vous allez nous dire ce que vous n'aimez pas. On commence soft. J'aime pas un plat. Un plat que vous n'aimez pas, vous pouvez jouer sur le chat. Commence par qui ? J'aime pas le fenouil. Le fenouil, ça me casse les noix. Oh là là, les rimes incroyables. J'aime pas la paella. T'aimes pas la paella ? Non. Moi, j'adore la paella. Tu savais Et j'adore pas ? le fenouil. Si, je sais. J'adore le fenouil, mais Ouais. je déteste la paella et je suis allergique au poivron. Ouais, mais ça t'aime bien. Ça aide pas. J'aime bien par contre, oui. On commence soft quand même. Qu'est-ce que vous aimez pas, les garçons ?
Pas grand-chose. Ouais, C'est Moi, vrai. moi, Toi, je alors toi, suis- d'un point de vue culinaire, on en a parlé pendant des heures hier. Il est très clic. Les techniques. Ouais, je cuisine beaucoup et je vais manger énormément au restaurant aussi. J'écris sur le sujet de la nourriture, c'est passionnant. Tu as écrit un livre sur l'umami, on Ouais. en a parlé. C'est ça, ça avec m'a- le chef Keisuke Matsushima. Ouais. Et voilà. Petit mélange. Publié chez Hachette. Je le dis quand même. Très bon livre. Ah non, mais moi je On serais en aura curieux peut-être de... même quelques-uns à Cannes. Ah Oui, ouais. tout à fait. Ouais, avec Ouais. Kintsugi, pour reprendre un peu l'idée de justement de partager un petit peu de Japon ensemble. On a discuté hier, effectivement, puis moi, la cuisine japonaise m'attire très particulièrement parce que ça correspond aussi non seulement à mes goûts, mais à mon rythme intestinal, très bien, contrairement à la cuisine franc-comtoise, qu'on mange beaucoup plus régulièrement, mais que je supporte beaucoup plus difficilement. Je suis très curieux, j'aimerais bien faire un tour culinaire, gustatif, avec des experts comme tu es. Tu veux dire que Mélo fait la même blague que Martin? Oui, ça fait 2 fois. Ouais. Non, j'avais pas fait celle-là, moi. Là, c'est Si, Umami, Maud qui l'avait fait. Ah oui, ça c'était moi celle-là. Ah ouais. Mamie Toi, Blues. t'avais fait quoi J'avais fait du Johnny Hallyday, moi. Et c'était- Oh mamie, Ah oui. si tu savais. Bon, voilà, c'est pas très drôle comme blague, mais pardon, on partage avec vous. Joss? Alors, moi, je suis végétarien, donc ce qui a touché un peu à la viande, Ouais, ça t'attire moins. ça m'attire moins. Après, dans la viande, il y a le truc qui m'a toujours un peu rebuté, c'est tout ce qui est Ah bah ouais, abat et bébé. Ouais, les bébés. Les bébés en viande. viande, Non, mais c'est bon, tu rentres dans les détails là. J'aime pas manger Non, des bébés. Tout ce qui est agneau, veau, c'est voilà, des viandes que j'ai jamais. T'es con de tuer un bébé, t'attends un peu et t'en as plus. C'est complètement débile. ça n'a c'est pas de sens. rentable. N'importe quoi. Aline, tu as mis les boules d'oreilles que tu as reçues, c'est celle-là? Non, parce que je me disais que j'allais faire ça demain. Demain, En fait, donc j'étais demain, pas on du monte. tout sûre d'être là ce matin. Et je Ouais. t'avoue, je me suis levée très très tôt et les boucles d'oreilles sont restées au chalet. D'accord. Donc, On en reparle ça- parce que tu as Mais reçu un vraiment, super colis. Vraiment, J'ai j'étais. vu passer dans les commentaires Elle est là, Elsa Ouais. qui voilà, parce que tu as fait une petite aparté en disant effectivement Donc, elle a reçu un cadeau si et t'es voilà. là, Mais si elle s'amuse est là, si Elsa est là, merci encore de tout cœur parce que vraiment ça m'a fait super Ah, ça plaisir. nous a tous impressionnés, hein, d'ailleurs. Ouais. Très très chouette colis. Hier, on le monte demain Je plus vous en montre détail, ça, parce ouais. que là, c'était la matinale Paladis, mais demain, on est juste les deux. Donc, on prendra quoi, une demi-heure pour montrer ce que tu as reçu. Ah, mais on montrera ça. Mais c'est vrai que Rachel, je t'ai répondu, mais Rachel aussi, elle m'a envoyé un truc absolument dingue. Voilà. Mais voilà, c'est entre elle et moi. Un défaut de joueur, je vous demande qu'est-ce que vous n'aimez pas. Alors voilà, vous jouez à un jeu de société, puis il y a un défaut qui vous irrite un petit peu. Ça, cette attitude-là, c'est pas ce que vous préférez dans vos soirées-jeux. C'est un truc qui vous... Ah, Pénélope. Un défaut de joueur, Pénélope? Mais c'est pas un défaut, Pénélope, c'est... Les gens qui te Merlin disent nous dit les comment smartphones. jouer. Les smartphones J'ai à horreur de table. ça. Comment jouer? Ouais, tu sais, l'attitude paternaliste de « Oh non, mais attends, il y avait un meilleur coup. le mansplaining dans, dans le Horreur jeu. de ça. Bah, homme ou femme, hein. Tu sais, il y a des femmes qui le font très bien, ce fameux, ce qu'on qualifie de Le mansplaining. womansplaining du coup. Ouais. Ouais. Enfin, peu Enfin, le importe, people le spelling. homme ou femme, mais la personne qui t'explique comment elle aurait mieux joué que toi à ta place. Ouais, j'ai Mm. pas- C'est hyper désagréable. Je raconte parfois que la première fois que j'ai le premier contact que j'ai eu avec Jules, que j'adore, c'était un peu ça. On était en train de jouer à un jeu, puis il arrivait derrière en nous disant bon, bah là, de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut jouer, toi t'aurais dû faire ça et toi t'aurais dû faire ça. En fait, c'était juste un côté passionné qui ressortait dans une partie qu'on a faite. C'était le tout premier contact, je me suis dit bon, me fiche nous la paix en vrai. Et puis après, derrière, on l'a découvert et c'est une des personnalités les plus attachantes et Ah, ça fait partie des meilleures personnes autour d'une table. les en meilleurs tout cas. copains, tout Ouais. simplement. Ouais. Ah oui, les gens qui disent qu'ils jouent mal et qui t'explosent au final, ouais. Moi, je vois marquer les mauvais perdants. C'est pas les mauvais perdants parce que je peux comprendre la frustration, Ouais, la moi aussi. contrariété de perdre, mais les mauvais gagnants. Alors ça, c'est pareil. C'est quoi un mauvais gagnant? Ah, moi, Ben, c'est celui qui est. J'adore. De toute façon, C'est- vous c'est- n'aviez aucune chance. Ah ouais. Ça, tu sais, enfin, qui en rajoute une couche, tu sais. Donc, tu as déjà des gens qui ont perdu, des fois, qui ont donné beaucoup dans la partie de leur. Tu vois, qui se sont beaucoup investis, qui sont un peu frustrés d'avoir perdu.
Et puis t'as celui ou celle qui a gagné, puis qui l'a. Comment je vais. Ouais, ça prend aussi à savoir gagner. Moi, les premières parties de jeux de société que je faisais, je n'ai jamais joué pour gagner, j'ai joué pour le plaisir de participer, mais tu as envie de gagner et j'avais ce truc à la fin de la partie de j'ai tellement envie de sourire fort et j'essaie de me retenir. Vous avez déjà vécu ça en disant c'est peut-être pas bien de sourire très fort, mais quand tu découvres mais je vais gagner, mais cette sensation est agréable et du coup ça te crée un sourire. J'essaie de maîtriser mes émotions, ça se voit pas du tout. Hein. Alors Rachou, t'es pas mauvaise gagnante, enfin ça dépend de l'ambiance autour mais de la non, table. elle met de l'ambiance, Rachel. Si il y a le côté bon enfant et que c'est se taunter un peu à la fin parce que c'était de bonne ambiance, bon enfant, c'est pas un souci, mais quand c'est très sérieux, que vraiment très concentré, puis qu'il y a quelqu'un qui vient te titiller comme ça à la fin. Moi, je pense que c'est vraiment les personnes trop investies dans le jeu. Ah ouais ? J'aime bien trop investi. Pas dans le fait de j'aime bien jouer, essayer de faire des bons coups, comprendre comment ça se passe, etc. Mais c'est vraiment les gens où tu sens que c'est comme si c'était ils étaient en train d'essayer de venger leur père mort, quoi, tu vois, dans la partie. On en est à ce point-là. Voilà. Et au contraire, il y a des joueurs qui sont hyper agréables autour d'une table et des fois même des joueurs qui se sont trompés ou qui ont lâché une info essentielle mais qui rigolent. J'ai un souvenir comme ça. Oui, ça, oui. C'est agréable, ouais. De personnes qui piquent un fou rire parce qu'elle vient de dire une bêtise autour de la table et la partie, elle devient mémorable. La lenteur inutile m'ennuie un peu quand même. C'est-à-dire que des gens lents qui réfléchissent ne me posent pas de problème. J'aime bien laisser les gens le temps de réfléchir. Mais celui où tu sais que là, en fait, de toute façon, il n'y a pas besoin de réfléchir tellement et tu comprends pas pourquoi ça attend. Tu sais, il y a deux choix, il y en a un qui sans doute est mieux que l'autre et les gens calculent par rapport peut-être au hasard. Ah ouais, mais ça, peut-être quelque chose va arriver, je ne sais pas. Et tu as envie de lui dire, mais réfléchis pas, de toute façon, on fait un choix, c'est équivalent. Et ça n'a pas de sens. C'est la lenteur inutile, plus que la lenteur en elle-même. C'était évidemment la meilleure réponse. Un type de jeu que vous n'aimez pas trop. Le gars qui est sur la photo, déjà, j'aime pas ce type. J'ai mis des fonds, je les ai travaillés spécialement pour que ça soit. Mais Et la police de caractère du j'aime pas, c'est moi qui l'ai faite. Quand il avait 18 ans. Ah non, parce que Martin, quand il avait 18 ans, j'étais là. Et non. C'est non. Je préfère Martin quand il avait 18 ans. Et je sais pas, toi qui t'y connais en graphisme, Maud, ma typo du titre, je l'aime bien, j'ai beaucoup travaillé. Et notamment le changement d'une lettre en me disant une petite touche. Ouais, j'utilise très peu cette fonction, je me suis dit, là c'est l'occasion. En plus, parce que je trouvais que ça manquait. C'est ça, il y a tout ce qu'il ne Et faut pas puis faire. la typo qui est pas très lisible du dessous aussi. Je l'ai choisi en fonction. Les jeux d'enchères, j'aime pas trop. Pour répondre à la question. La chanteuse Parce qu'il y avait une question au départ. Les chers non plus, j'aime pas trop. Les jeux d'enchères, mais dernièrement, il y a quand même quelques jeux d'enchères que j'ai bien aimés. Alors, soit j'aime plus que je croyais, soit je me suis améliorée comme joueuse. C'est possible aussi. Tu évolues. Moi, j'aime pas les jeux où tu dois... des jeux de mémoire, où tu dois accumuler des informations, tu dois te rappeler qui a dit quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de jeu. Genre fou. J'adore voir les gens qui jouent à fou. Mais moi, je suis tellement paumée et tu vois, je me genre sens Café Overload. débile. Ça te parle. Je le connais pas, celui-là. Alors, il n'y jouera pas. Après, j'aime bien aussi réessayer, tu sais, de réessayer des jeux que t'aimes pas pour voir si tu les aimes toujours pas ou si... des fois, t'as des auteurs qui peuvent, des maisons d'édition qui peuvent proposer des variantes qui te font changer d'avis, quoi, comme la coriandre, par exemple. Variante coriandre, c'est super. Il y a de tout dans les commentaires. Moi, c'est vraiment les jeux purement antagonistiques. C'est les jeux où tu peux pas gagner sans défoncer les joueurs autour de la table. Donc le grand ancien, les grands anciens d'ailleurs, ça va être soit Monopoly ou Risk. Ouais. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui adore un jeu basé sur le Japon médiéval. Donc je me suis dit tiens, ça pourrait être cool pour moi, mais c'est purement de la conquête de territoire, faire des coups pendables aux autres joueurs, défoncer leurs armées, piquer leur territoire. Et je crois que j'ai fait 2 games et depuis j'évite systématiquement ce genre de jeu. Je sais que c'est vraiment les sensations que moi je déteste le plus dans les jeux de société. Et encore une fois, par contre, c'est totalement personnel évidemment. Et je comprends tout à fait les gens qui apprécient ce genre de jeu. Moi, ça dépend vraiment de la table, des personnes autour de la table. Mais je pense que comme ça, on me dit on fait un jeu, je n'irai pas vers un jeu d'ambiance par exemple. Pour moi, le jeu d'ambiance, il faut vraiment que ce soit qu'il y ait un truc qui soit créé spécialement pour que on y prenne
j'y prenne du plaisir. Parle quand même dans le micro, parce que là, il est vraiment tourné ailleurs. Bon, je pense que tu entends bien, parce que la voix porte, mais quand, malgré tout. Voilà, les jeux d'ambiance comme ça, c'est pas le truc vers lequel j'irais, ou alors il faut vraiment que ce soit, qu'il y ait une soirée un peu dédiée ou autre. J'ai le dernier en date comme ça, c'était quand on s'était retrouvés là, il y a 2 ans avec les auteurs artistes. Martin, donc du coup l'illustrateur de Blood, avait dit tiens, je vous propose un Blood on the Clock Tower, ça parlera à certains, et en mode tiens, c'est quoi, il dit tu connais Loup-Garou? Je fais non, ça va pas être possible, dans Loup-Garou, j'en peux plus, quoi. Et il dit non, mais tu vas voir, ça va bien se passer, c'est un peu comme Loup-Garou, mais tu meurs pas. Sans les inconvénients. Voilà, sans les inconvénients. Je dis bon, allez, on va lui donner sa chance. Et effectivement, on a passé parce qu'on avait créé, puis aussi parce qu'on avait créé le cocon pour y jouer, l'ambiance. Et puis Martin était très fort pour. C'est souvent des gens forts, les Martin. Ouais, c'est ça. Créer ce qui est en tout cas le contexte, la situation pour qu'on l'apprécie. Mais on a effectivement passé un très très bon moment. Mais c'est vrai que c'est pas ce vers quoi j'irais naturellement. Si on me dit tiens, on fait un jeu, on va faire un loup-garou. Non, c'est pas. Oui, moi j'ai un peu ça. Alors les jeux d'ambiance j'aime beaucoup de base, mais j'aime bien créer l'ambiance aussi, mais j'aime pas qu'on me force à être hystérique dès le début du jeu. Ça, j'y arrive pas trop, j'ai pas super envie. J'aime bien ce fond, moi. J'aime pas quand ça se passe à une table de jeu. Alors là, sans parler des joueurs, des caractères de joueurs particulièrement, des situations, si vous avez un exemple, parce que là je vous prends au dépourvu, de situations, de trucs qui, cette situation-là me déplaît particulièrement. Les miettes et les verres renversés. Je déteste ça. Quand les gens ils mangent en même temps qu'ils jouent et que forcément toi dans ta tête tu te dis purée, le jeu il va être sali, mon jeu, j'ai horreur de ça. Moi j'aime pas notamment quand un joueur se détache complètement d'un jeu, n'est pas là en fait. Tu sens qu'il n'est pas là, il faut faire la partie avec, et il y en a un, c'est dur. J'ai un excellent exemple pour rebondir là-dessus. Quand j'étais ado, en fait, on jouait à un jeu où en gros, ça va vous revenir, mais en gros, tu as un plateau et tu dois monter au fur et à mesure vers le centre. Tu joues des personnages qui vont tirer des cartes, récupérer des armes. Ouais. C'est peut-être parce que Talisman. jusque-là, j'étais sur Trivial Poursuite, moi. Je pense que ça doit être Talisman, si mes souvenirs sont bons. Et un joueur, au bout d'un moment, on continue à jouer avec mes potes, et en fait, on voit qu'un des autres joueurs passe systématiquement son temps à venir tuer les autres joueurs sur table. Comment on le regarde, on fait mais tu fais quoi en fait? Il fait en fait j'ai pas envie de jouer, ça m'emmerde. Du coup je me dis que j'allais tous vous tuer. C'est horrible. C'est vraiment le gros con là. Ça, c'est le pire, là honnêtement, pire exemple. Non mais il y a des gens qu'on adore, des gens avec qui tu as plaisir à jouer la plupart du temps, et d'un seul coup tu vois qu'ils se détachent. Moi je suis à fond dans le jeu et je me rends compte que la personne à côté y est pas du tout, qu'elle a pas envie de jouer, et qu'elle attend la fin, et c'est des gens très bien qui sont sympathiques autour de la table et qui vont essayer de le masquer au maximum, mais quand je m'en rends compte, ça me sort aussi, si tu veux. Je suis un peu mal à l'aise, j'ai tellement envie que tout le monde soit content autour de la table que c'est quelque chose qui me perturbe. C'est vraiment ça. Alors c'est pas tant quelqu'un qui est pas dedans que quelqu'un qui a très envie de jouer, mais le jeu auquel on est en train de jouer, en fait, il y a un truc qui se passe pas, et du coup, la personne ne prend pas de plaisir, et ça mine, en fait, vraiment ce qui se passe autour de la table, et du coup, t'es tellement désolé pour cette personne parce qu'elle n'arrive pas à prendre du plaisir, et alors que c'est ça le jeu, enfin, finalement, c'est partager un moment de plaisir tous ensemble. Ça m'arrive ça un petit peu de temps en temps avec des jeux dont je trouve que la stratégie est déceptive. Il y a des fois où en gros tu lis les règles, tu dis a priori il y a tel type de stratégie qui pourrait fonctionner, et quand tu te lances dedans, c'est la première partie, et que tu t'aperçois que ça marche pas du tout et que tu viens juste de pourrir ta partie et que tu vas jamais réussir à la récupérer. Ça, je sais que ça peut me rendre chanchon. Alors, Rachel, elle dit les relations de couple et autres qui. Ayez vos relations après le jeu, parce que pendant la partie, c'est de jeu. Mais moi, je l'ai vu en festival à Cannes. Et ça lissait pas le jeu. Je découvrais un jeu, je me demande si c'était pas Living Planet de Chris Bollinger. Ouais. Et je joue, et il y a un coup, je découvrais le jeu. Il y a un couple qui vient se joindre à la partie, donc on était deux kidam qui se connaissaient pas, plus le couple, et ils ont passé leur temps de la partie à s'envoyer des pics, à râler l'un envers l'autre. À la belote, j'ai vu des joueurs qui s'envoyaient des pics pendant une partie. Alors qu'il ferait mieux de s'envoyer des cœurs, franchement. Pardon.
voit vous laisser, Du coup, j'étais là, je fais la partie, c'est un calvaire, quoi. Tu prends plus de plaisir au jeu, t'es même plus concentré sur le jeu, t'es vraiment juste parasité par ce qui se passe autour, ça c'est horrible, quoi. Je me souviens d'un jeu qui s'appelait Scrupule, mais il doit avoir 30 ans le jeu. Mes parents avaient ce jeu-là, ils m'ont dit c'est un jeu, on a joué avec des potes, en fait tu t'entends plus avec eux à la fin de la partie, quoi. C'était un jeu où t'avais des questions genre si tu trompes ta femme, quelle serait la réaction, moi ma réaction serait assez cool. Tu trouves un billet de 50, qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, c'est en fait, il doit répondre honnêtement, sauf que l'autre qui te connaît, ton pote ou ta femme en fait qui te connaît bien, te dit mais non, mais t'as de la mauvaise foi là, c'est pas vrai, t'aurais jamais fait comme ça. Les amours le jeu, quoi. Ok. C'est ça. Oui. Et Rachel a bien raison aussi, les gens qui critiquent le jeu en cours de partie. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça, j'ai souvent dit que j'adore la caméra. La caméra, c'est pas pour le plaisir d'être filmé, parce qu'il y a plein de gens qui... Enfin, la question de l'image, moi, j'y réfléchis pas plus que ça, mais par contre, elle nous oblige à faire la vraie partie du jeu. On n'est pas en train de critiquer en cours de partie quand on est filmé. Je sais pas, vous l'avez vu hier pendant la partie, on n'y pense rapidement plus à la caméra. Et puis là, on est dans notre partie complètement, et c'est celle qui compte. Je le dis souvent, c'est la vraie partie, celle qui sera diffusée, que les gens vont voir derrière. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que très souvent... sur la table du chalet. La caméra, c'est bien parce que ça fait des dossiers, du coup, quand les gens. Mais non, mais utilisez-la pour tout. Ils disent du mal. Utilisez la caméra pour tous les moments de votre vie, quand vous mangez, quand vous sentez les choses plus intensément avec une caméra. Influenceur de ma propre vie. Vite fait, tiens, je voulais rebondir sur ce que dit Dominique, sur les jeux qui s'attaquent pas, les gens qui s'attaquent pas entre eux à table, etc. Ah oui. J'ai eu les deux cas à table, les gens qui s'attaquent pas, et aussi jouer avec une amie et ma copine, et en gros l'amie en question savait que ma copine jouait très bien et qu'elle gagnait quasiment systématiquement à tous les jeux, quels que soient les jeux. Du coup en fait elle était agressive avec elle tout le temps. Ça c'est bien. Quand bien même pour une fois elle était derrière, elle allait quand même lui... Ça peut faire ressortir les travers. Ouais, ça c'est un truc, Jules m'en a parlé tout à l'heure. Aussi, ça. Moi je me fais attaquer, mais ça c'est pas trop grave. Mais Jules aussi, il se fait souvent attaquer parce qu'il gagne souvent les jeux, et c'est vrai que c'est pénible. Quand tu pars en ayant un inconvénient de base parce que les gens te connaissent, c'est problématique. J'aime pas sur les couvertures de boîte. Maud. Est-ce qu'il y a un truc... Il n'y a pas les noms des illustrateurs. Sur la couverture. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur l'illustration que vous avez envie de souligner? L'IA, ça on a compris. Effectivement que c'était un sujet qui te touchait particulièrement. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime mieux quand sur un jeu enfant, il y a une tranche d'âge extensive, parce que les enfants, ils n'ont pas tous les mêmes capacités au même âge, et écrire juste 6 ans sur une boîte, je trouve que ça perd les parents. J'aime bien quand il y a une espèce de Nutri-Score de l'âge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aime pas quand il n'y a pas de Nutri-Score de l'âge sur une boîte enfant. Je trouve ça mieux. Quand on voit pas le jeu en situation au dos, nous dit Duncan. Les logos, nous dit Loulou, c'est variable. Ça, c'est une vraie question aussi, on en parlait. Est-ce qu'il faut mettre toujours le logo de l'éditeur sur la boîte? Chacun choisit en termes d'édition ce que vous sentez par rapport à ça. Il y a tellement d'informations qu'il faudrait mettre sur les boîtes qu'il y a aussi l'équilibre par rapport à... Comment vous allez faire sur les ânes? J'ai hâte de voir. Ouais. Moi, il y a un truc, et là, c'est le côté un peu aussi vendeur en boutique. Moi, j'aime pas quand sur les boîtes, il y a une tranche qui n'est pas prévue pour être verticale. Ah oui. Ça, on y fait très attention, justement. Que tu puisses lire verticalement et horizontalement. Au-delà du débat verticaliste, horizontaliste, le fait de pouvoir effectivement... parce que de toute façon, en boutique, tu te poses pas la question, tu les mets tout le temps droite. Le fait que sur la tranche, tu puisses pas avoir le titre à la verticale, les informations à la verticale. J'aime pas quand on me demande aussi qu'il faut... Ça, c'est une nouvelle demande assez récente de ces quelques dernières années où il faut absolument que sur la couverture, on comprenne la mécanique du jeu. Ah oui, mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est assez pénible, c'est limitant, et puis c'est contraignant parce que tu peux... si tu veux connaître la mécanique du jeu, tu retournes et c'est le back qui est là pour ça en fait. Ouais. Et le front, il est plus là pour te montrer l'univers, dans quoi tu vas être plongé, et littéralement, du coup, pour les scènes. On a vu que de toute façon ça marchait pas dans les scènes, comprendre la mécanique du jeu avec la couverture. Voilà, on suppose qu'il y a des trucs avec des structures et des cubes, et encore, mais elle est pas finie, on a vu. Ok.
Et quand l'illustration de la boîte est trop différente de l'intérieur, alors c'est surtout valable pour la bande dessinée. Là, quand c'est une couverture de BD n'a rien à voir avec le contenu, des fois je me dis, c'est l'impression que c'est une tromperie sur la marchandise. Quand la couverture te fait croire que le jeu est génial alors que non. Ça, c'est les jeux allemands. Faites une moche couverture pour les mauvais jeux, c'est important, pour que les gens ne soient pas perdus. Mais effectivement, désolé, mauvaise conversation, nous dit Ben. Quoi, il remet également les infos dans l'invite. En fait, il croit qu'il travaille, mais il écoute en même temps. C'est rigolo. Du coup, ses collègues ont reçu bon anniversaire Aline, et nous, on remet également les infos. Ah, quand les couvertures fans, c'est quoi? Les couleurs qui passent un petit peu avec, tu sais, les boîtes qui sont posées vers la lumière du jour, c'est vrai que ça... vitrines, les rouges qui sont aspirés. Le pigment rouge, c'est un pigment qui est pas du tout... qui est aspiré en premier par le soleil et la lune aussi. Et c'est un pigment qui part aussi sur les voitures. Tu vois, les voitures rouges, elles s'affadissent aussi. On en apprend des trucs. Ouais. Oui, bah voilà, vous avez plein d'avis sur les couvertures. Effectivement, il y a une certaine uniformisation parfois des couvertures. Moi, j'aime bien quand ça change quand c'est pas la même couve que d'habitude. Ça, j'aime particulièrement. Ah, on va faire un jeu que tout le monde aime. Et que vous n'aimez pas, ça peut aller assez vite. Love Letter. Love Letter pour Aline, tout le monde aime Love Letter. Je suis d'accord. T'aimes pas Love Letter? On va faire une équipe. Moi, récemment, Bomb Buster. Bomb Buster. Ouais. Oh, c'est là qu'on fait à chaque fois. Moi, j'aime moins The Gang. Je vois The Gang qui nous dit dans la boîte, j'aime moins The Gang que l'ensemble du monde, mais en fait, je peux pas le citer parce que chaque fois qu'on fait une partie, je suis à fond dedans. Mais j'ai pas la même hype générale que tout le monde sur ce jeu. Bomb Buster, nous dit Mélodie aussi. Bah alors, qu'est-ce que vous avez avec Bomb Buster? C'est fou ça. C'est fou. Je cherche, moi, je sais même plus. Qu'est-ce que Harmonise. j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Harmonise, c'est un jeu que tout le monde aime et que les gens qui n'aiment pas, en fait, je suis sûre qu'ils aiment quand même. Ah bon? Des gens qui sont de mauvaise foi. C'est un style de jeu quand même qui est particulier. Un amateur ça peut pas faire à tout le monde. Ouais. Je cherche, moi, j'en ai pas qui me viennent comme ça, des jeux que tout le monde aime, moi, il y a des jeux dont je me lasse parce qu'on y a trop joué, c'est surtout ça. Ou alors je me connais. Dernièrement, avec Jules et Jérôme, peut-être? Qu'est-ce qu'on a joué? C'est bien, Mélo. Je sais pas, mais... Ouais. Ok. Si tu le dis pas, c'est qu'on a le droit de le dire. Non, j'en sais rien. Je sais pas si j'ai surinterprété ou pas ton ressenti sur le jeu qu'avait amené Jube. Ah, c'est lequel? Attends, rappelle-moi, c'est Régicide. Ah, Régicide. C'est vrai que Régicide, je m'en fous un peu. Les gens sont Après, c'est raison, l'impression que j'ai eue, mais je veux pas parler à ta place et te prêter des sentiments, non, mais t'as raison, des goûts sur les jeux. Ouais, je ne pensais plus à Régicide. Régicide, en fait, on est dans la catégorie des The Mind, des The Game, de tous ces jeux-là, où m'en fous. En fait, c'est pas ce que je recherche dans le jeu de société. C'est même pas que j'aime pas, c'est que les émotions viennent pas chez moi, les émotions purement coopératives. Mais on en a parlé au début tout à l'heure sur les jeux où le tirage va aussi beaucoup jouer sur ta capacité à gagner davantage. Évidemment, il faut de la technique, il faut de la stratégie, mais la part du tirage est très importante. Et ça ne génère pas suffisamment d'émotions chez moi. Mais je reconnais que c'est un très bon jeu. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que tu l'as... Est-ce que je t'ai oublié? Non. Non? Tu as cité le jeu que tout le monde aime et que tu n'aimes pas? On disait justement Love Letter. Love Letter, c'est vrai, bien sûr. On termine. Ce que j'aime pas chez moi... Faites-le en positif, c'est des trucs je veux pas, c'est pas la séance de psy là. Il y a des choses qu'on aime moins, mais sur lesquelles on progresse. Oui. Pour rebondir sur toutes les discussions qu'on a eues sur les joueurs, les comportements des joueurs à table, etc. Il y a une partie que j'ai faite à Ritual où je sais pas, ce jour-là, je devais être particulièrement stressé. J'ai joué avec des amis proches, etc. Et un ami qui découvrait le jeu. Et qui avait un truc que j'aimais pas trop, où en gros c'était tiens, je vais aider quelqu'un. Finalement, je change d'avis, je vais m'aider moi. J'y arrive pas. Je vais aider quelqu'un. Je vais encore changer d'avis, tiens. Et en fait, le truc commençait à me faire énorme. Limite, tu sais, j'avais la petite veine qui commençait à sauter sur le côté du crâne. Et à la fin de la partie, quand on fait le débrief, je sentais que j'étais là, mais en fait, je comprends rien à ce que tu fais. Et je commençais à avoir ce comportement un petit peu de tiens, faudrait jouer mieux comme ça, c'est mieux de faire ce genre de choses. Et j'ai très vite compris que c'était pas bienvenu. De toute façon, que moi, j'étais en train de m'énerver pour absolument rien. Le but, c'était de jouer autour de la table et de s'amuser ensemble. Mais ça m'a fait marrer de voir ce petit comportement que j'aime pas voir chez les autres, rejaillir évidemment chez moi sur ce côté-là.
Mais depuis, je me soigne, ça va mieux. Ce que j'aime pas chez moi, mais dans le jeu de société ou Non, comme tu veux. Hein. Tu interprètes ce que tu veux. C'est la fin de l'émission, tu sais plus personne ne regarde. J'ai une liste, je sais même pas par où commencer. Vas-y, toi. Moi, ce que j'aime pas du tout, c'est ne pas savoir me débrouiller avec la latéralisation. Je déteste le sentiment de pas réussir à jouer à un jeu ou d'avoir le besoin de manipuler des pièces pour pouvoir me figurer la position que je devrais leur faire prendre sur mon plateau de jeu. Je déteste ce côté-là où je me sens handicapée de la compréhension. Et tout ce que je sais pas faire m'exaspère à un point qui mais m'exaspère, quoi, vraiment. Et ça, c'est typiquement un truc qui m'exaspère fort. Donc voilà. Non, pour le reste, ça va bien. J'avoue, c'est assez désagréable quand on sent le truc nous échappe, quoi. Ouais. Et inversement, quand un jeu qui propose cette mécanique de je sais pas, placement où tu dois te représenter à l'avance avec un peu de planification, un placement qui peut être symétrique ou qui peut être un miroir et tu as besoin de le manipuler mentalement, et moi j'y arrive pas mentalement, mais si le jeu il te permet le petit patch qui soit le gabarit, soit tu peux manipuler la pièce, du coup j'adore. Je remercie les auteurs, je remercie les éditeurs, mon cœur danse de joie et ça me fait trop plaisir d'y arriver. Télichoute n'aime pas se rendre compte qu'elle est trop, ou qu'il est trop, je ne sais pas, trop gentil dans les jeux. Super Stylaise aime pas avoir des jeux qui prennent la poussière. Ah bah oui, mais ça c'est compliqué. J'aime pas qu'on prenne les jeux trop sérieux, nous dit Vlad. Dans la boîte, les proutes de mon chien, mais j'aime vraiment mon chien. Ah non, ton chien c'est une horreur. Mon côté psychorigide, nous dit Dominique. Mélodie nous a dit qu'elle n'aimait pas les nombrils de manière générale et de ne pas avoir de balcon chez elle, sinon ça va comme défaut, hein. Dans la boîte, son obsession pour Ritual. Fanny Fig vient de s'installer très discrètement dans le fond de la salle. Salut Fanny. Joss, t'as quelque chose que tu n'aimes pas? Moi j'ai un côté très tu vois Homer Simpson avec le petit singe qui joue des cymbales. Oui. J'ai un peu ce côté-là des fois. Tu vois, je suis sur un truc puis hop, non tiens. Non, c'est de se tourner en rond, de plus savoir où tu en es. Passer d'un truc à déconnexion. L'autre. Et des fois dans le jeu, je suis aussi comme ça. C'est-à-dire que notamment sur les jeux qui demandent un peu les jeux initiés experts où t'as plein de pistes de scoring et autres. T'es là, je pense que je vais faire ça et tout. Puis t'arrives un quart d'heure après, je vais essayer ça aussi. Puis à la fin, tu te rends compte que non, en fait, t'as pas fait de points parce que t'as fait un peu de tout parce que tu voulais tout essayer, ça avait l'air sympa sur le papier. Et en fait, j'ai ce côté un peu, je papillonne beaucoup. J'ai tendance à ça. Faut aller dans aussi. Des restaurants buffets. Ça va te plaire. C'est ça. Un petit peu de tout, s'il vous plaît. Et Martin, du coup? Moi, la gestion des émotions, je suis quand même un émotif de base parce que tout ce que je fais tourne autour des émotions, du ressenti. Les jeux de société, c'est ça aussi, hein, c'est un bain d'émotions et j'ai toujours envie de pouvoir maîtriser parfaitement tout et j'aime pas quand ça déborde. Tu sais, quand d'un seul coup tu as trop de trucs, c'est énervant, t'aimerais bien contrôler les choses et ça marche plus. Ces moments-là sont relativement rares, je me débrouille pas trop mal, je trouve quand même dans l'ensemble, mais c'est des sensations qui me plaisent pas trop, que j'essaye de maîtriser. Maud, t'as pas répondu, hein? Moi, j'aime pas tout le bas de mon visage. Ça, là. Mais ça va très bien, Maud. Nous, on aime bien pour toi. Ça et mon nez côté droit. Le gauche, ça va. Mais le droit, non. Lambert, vous êtes beau de profil. Voilà pour cette émission sur les j'aime pas. On est la première fois qu'on faisait ce jeu-là. Ce petit échange de fin. Et alors, on aime ou on n'aime pas? Moi, j'aime bien avoir ces rubriques de fin qui permettent de sortir et de se découvrir un petit peu mieux parce qu'on avait envie de vous présenter les personnalités de Paladis Game, mais on avait envie de les présenter aussi à travers leur goût, au-delà des jeux qu'ils nous proposent, ce qu'ils sont dans le jeu de société. Vous les connaissez un peu mieux maintenant. Vous connaissez aussi mieux les jeux. Vous avez une idée sur ces jeux quand vous les verrez en boutique. Vous aurez l'occasion de vous dire « Ah, ça, j'en ai entendu parler. » Et puis, je connais les gens derrière, donc c'est un petit plus qui donne envie d'acheter le jeu parfois, parce qu'il y a des histoires, il y a des regards particuliers. On était ravis de partager cette matinale avec vous. Plaisir partagé. Oui, nous aussi. On a encore bien débordé, hein, il est 9h50, c'est le moment de vous laisser tranquille. Et on vous donne rendez-vous demain. Alors, on sera juste avec Aline, on parlera de plein de trucs, on préparera votre Saint-Valentin pour vendredi. On vous donnera des bonnes idées de choses à récupérer.
Oui, José Garcia. T'aimes pas José Garcia? C'est plus le moment, là. Le sosie de José Garcia et le sosie de, tu sais, l'incroyable monsieur... l'incroyable... Le fabuleux... Attends, c'est quoi déjà? Oh, j'aurais dû préparer cette photo. C'était le mot de la fin. Tu lui ressembles. Pardon, j'ai quel mot de la fin? Ok, merci beaucoup Maud pour cette fin. Mais on veut la photo maintenant. C'est ça. Ouais. Bonne journée à tous. Merci. Bisous. Merci à vous. Bonne journée.